CoCoGraph, c'est quoi? C'est de 0 à 50 000 abonnés en 90 jours, 28 millions de vues sur nos réels et plus de 10 000 euros générés, et ça dès le premier mois du lancement de notre programme d'accompagnement. Donc, ouais. Les 3 piliers, c'est la qualité de contenu, la constance et du volume. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir de superbes résultats. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a tous amené à vouloir entreprendre? C'est ce côté liberté. Ce besoin d'avoir ma vie entre mes mains et pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Alors moi, c'était vraiment la gestion de mon temps. Limite, c'était plus motivant qu'au niveau de l'argent. Ceux qui réussissent, le dénominateur commun qu'ils ont et que j'ai pu observer, il y en a un qui revient tout le temps et c'est le seul. C'est qui? Le meilleur conseil, c'est grâce à ça aujourd'hui que je suis là où j'en suis, où on est tous les trois. Meilleur conseil, Yves. Bienvenue, chers amis, très content de vous recevoir aujourd'hui. Histoire complètement folle qui nous lie, que vous allez raconter. Pour commencer, par le commencement, qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Moi, c'est Alexis, j'ai 33 ans depuis le 6 janvier. Aujourd'hui, je suis associée avec mon chéri et Quentin Mestre, notre meilleur ami. On a lancé notre agence CoCoGraph, qui aide coachs, prestataires et formateurs en ligne à développer leur notoriété et générer des leads en automatique. Ça en 90 jours, mais on va en parler un petit peu plus en profondeur par la suite. Magnifique, incroyable. Au-delà de ça, il y a un lien qui nous lie tous ensemble. On aura l'occasion aussi d'en reparler un petit peu plus tard. Pour commencer aussi, après votre présentation, par la présentation de votre activité, est-ce que vous pouvez expliquer pour ceux qui nous regardent et nous écoutent concrètement, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre business? Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on aide les entrepreneurs, plus spécifiquement les coachs, les formateurs et les prestataires de services, ainsi que les créateurs de contenu, à développer leur audience sur Instagram, développer leur personal brand et capitaliser justement sur leur croissance Instagram pour attirer des leads en automatique 24 sur 24. Les créateurs, les prestataires de services, coachs, infopreneurs, etc., à développer leur audience, leur personal brand dans un but, non pas d'influencer, mais bien Exactement. de capitaliser, de monétiser. Oui. Ok. Oui. Et est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur votre parcours professionnel respectif? Concrètement, avant de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites, Ouais. plutôt savoir qu'est-ce que vous faisiez avant, finalement. De quel milieu professionnel êtes-vous issu? Quelles ont été vos précédentes expériences avant effectivement d'aller vers le business en ligne? Bah alors moi, tout simplement, c'est vrai que salarié un petit peu dans l'âme au départ. Enfin, en tout cas, c'est ce que je croyais. Et finalement, déjà au niveau des études, je me suis dit, OK, c'était un petit peu plus compliqué pour moi au niveau de tout ce qui était diplôme, etc. Donc moi, je n'ai pas eu mon bac. Et ça a été un petit peu le virage, en fait, en fait, pour les études, il faut le bac. Donc ça a été déjà le premier barrage à l'entrée. Donc j'ai fait restauration, j'ai fait de l'événementiel, j'ai bossé dans des agences immobilières. Bref, je ne trouvais jamais ma voie. Et puis, ça a vraiment été plus tard, déjà quand j'ai commencé à m'intéresser au dev perso. Bon, suite à un burn-out aussi salarial. Mais là, je me suis dit, mais en fait, je peux carrément, déjà de un, changer les pensées que j'ai à mon égard ou voilà, de quoi je suis capable. Et de deux, en fait, il y a d'autres voies possibles que le salariat et qui sont carrément cool, quoi. En fait, je peux me créer carrément la vie que je veux. Ça a démarré comme ça. Et du coup, ouais, ça a été le premier déclencheur, on va dire. Donc ça, c'était en 2017. 2017, je me suis dit, OK, c'est possible. Bon, bien sûr, il y a eu le petit temps d'adaptation, etc., de commencer à comprendre un peu ce que c'était. Et puis après, bah voilà, les portes de l'entrepreneuriat me sont ouvertes. Bien sûr, avec son lot de mésaventures aussi. Voilà, parce que oui, on le sait aujourd'hui, il y a de tout, formateur, coach, etc., à tout va. Et c'est vrai que moi, j'avais tellement soif de goûter à ça que j'ai un petit peu l'objet brillant. Donc, non, je vais faire box par abonnement. Donc, je suis un petit peu allée là-dedans. Tiens, je vais faire du e-commerce. Et puis, je vais monter mon shop, etc. Donc, bien sûr, dans toutes les expériences, il y a du bon à prendre. Mais en fait, bon, c'était, il y a un petit peu de tout. Et je sais que j'avais besoin de me faire aussi aider parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, bon, je suis tombée sur ma première mauvaise expérience, mais qui aujourd'hui, limite, je pourrais remercier cette personne. Parce que voilà, ça m'a montré que en fait, grâce à elle, grâce à ce premier gros échec, pareil, je me suis dit OK, il faut savoir s'entourer de bonnes personnes, peut-être pas sauter dans
dans le vide aussi au niveau de avec qui on collabore. Puis après, je fais un gros raccourci, mais je t'ai rencontré aussi après et ça a été vraiment là aujourd'hui, je peux dire que j'entreprends vraiment. Sans savoir vraiment comment je voulais entreprendre, je me suis dit plus jamais je retourne au salariat. Ça, c'était vraiment mon gros truc. Et pourtant, même en faisant des ménages et tout, hein, mais j'ai ouvert mon auto-entreprise et j'ai dit maintenant c'est moi qui décide de mes règles. Et ouais, donc ça a pris le temps, il y a eu des échecs, beaucoup d'échecs, mais c'est ce qu'il fallait pour que je sois là aujourd'hui en train de faire cette interview. Par rapport à la personne que tu as citée comme étant une mauvaise rencontre, slash une mauvaise expérience dans le business, voilà, la coach business dont on a déjà parlé nous ici en off, ce qui est intéressant dans la façon dont on parle en disant que tu la remercierais aujourd'hui, c'est que c'est vraiment le symptôme des gens qui, de mon expérience, sont ceux qui ont ou vont réussir dans le business. Parce qu'on retrouve souvent ce côté irresponsable, entre guillemets, de ceux qui vont toujours se trouver des excuses et mettre la faute sur les autres de ce qu'ils ne réussissent pas à accomplir ou des erreurs qu'ils vont commettre, en l'occurrence celle-ci, qui n'en était qu'à moitié une de ta responsabilité, mais il en était quand même une. Oui. Et effectivement, beaucoup de gens se diraient « Oh, j'ai pas eu de chance, c'est sa faute », et voire pourraient se servir de ça comme prétexte pour abandonner. Ouais. En se disant « Mais en fait, ça marche pas, c'est une arnaque, tout le monde n'est pas. » Toi, non. Toi, tu vois vraiment la chose à l'envers. Et c'est vraiment quelque chose que je retrouve chez tous les entrepreneurs qui connaissent du succès. Parce qu'on a tous eu des expériences comme ça. Moi aussi, je me suis fait escroquer beaucoup d'argent. J'ai déjà été aussi arnaqué par des gens qui vendaient des trucs qui n'étaient pas du tout réels, quoi. Mais aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est que je me dis, pas c'est ma faute, mais merci. Et c'est de ma responsabilité. Enfin, je suis dans ce truc d'abondance et pas d'irresponsabilité. Je me dis que ce qui m'arrive, en bien comme en mal, c'est un peu grâce ou à cause de moi. Oui. Je pense que c'est important de ne pas être dans des extrêmes où on prend les lauriers de tout le bien et on se flagelle pour tout le mal. Mais effectivement, être entrepreneur, c'est aussi être responsable. Et si on est toujours en train de mettre la responsabilité du bien comme du mal sur quelqu'un d'autre ou autre chose, c'est pas ça, être un entrepreneur. Exactement. Donc, je trouvais ça intéressant, je vais rebondir. Je laisse maintenant présenter. Je t'en prie. Donc moi, Quentin, 33 ans, tout comme Alexis, de Nice aussi. Et parcours très classique, des études avec mon confrère Thomas jusqu'à tard. On a fait un master en école de commerce tous les deux parce que je pense c'était un petit peu la solution facile pour nous. On savait pas trop quoi faire, donc on s'est un peu laissé guider par le train de la vie, mais j'ai toujours ce souvenir, moi, que pendant nos études de commerce, on cherchait déjà quand même à chaque fois, on parlait de business, on n'écoutait pas trop les cours, et on parlait business, oui, et si on faisait ci, ça, donc toujours cette volonté un petit peu d'entreprendre. Et suite au master, salariat, dans un grand groupe français, dans l'aérospatial, et en fait, je me suis vite rendu compte que ça me plaisait pas, et ça m'excitait pas de me dire que il faudrait que j'attende plusieurs années pour gravir les échelons, etc. Enfin, bref. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à essayer d'entreprendre sans jamais aller jusqu'au bout. Et puis ensuite, retourner dans le salariat pour des raisons alimentaires, pour un an. Et puis réessayer d'entreprendre sans jamais aller jusqu'au bout encore une fois. Et j'ai fini par rencontrer monsieur Adel, ici présent à mes côtés. Dans une activité qui était complètement différente de celle qu'il fait aujourd'hui, puisque c'était par rapport au NFT qu'on s'est rencontrés. Et voilà aujourd'hui. Incroyable. Ok, bon, donc du coup, moi c'est Thomas, j'ai 32 ans, je suis le plus jeune des trois, mais bon, ça arrive au mois de mars. Donc Quentin a fait un assez bon résumé au niveau du parcours scolaire. Moi j'étais en échec, surtout au niveau du lycée, où j'ai fait 5 ans de lycée. Donc, pour ceux à qui ça arrive, j'espère que ça les motivera aussi. Et puis après, des choses à prouver à mon entourage. Donc avec Quentin, on a fait ses études. Puis pareil, 15 ans salariat chez Suez. J'ai eu un poste avec pas mal de responsabilités et où j'étais pas forcément très bien payé. Et c'est comme ça en fait que j'ai fini par sortir du salariat, où j'avais vraiment cette envie de travailler pour moi et de pas vraiment réaliser les rêves de quelqu'un d'autre en fait, surtout une multinationale comme ça.
Et je me suis lancé dans le digital avec ce que tout le monde a presque fait au départ, le e-commerce, le dropshipping. Et je me suis assez vite tourné vers le montage vidéo. Et c'est d'ailleurs comme ça que je t'ai rencontré en tant que monteur vidéo. Exact, effectivement. Un ancien collaborateur, monteur vidéo, un ancien client. Et Alexis. En chair et en os. Alors, qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a tous amené à vouloir entreprendre? Concrètement, c'est quoi? Est-ce que c'est le fait de vouloir gagner plus d'argent, le fait d'être plus indépendant, plus autonome, plus libre? On a tous, je pense, des motivations similaires, mais en même temps différentes. Vous, quelles ont été les vôtres? Alors moi, c'était vraiment la gestion de mon temps. Vraiment, en fait, c'est bête, peut-être ça part d'un truc un petit peu... mais même pas pouvoir prendre mes rendez-vous dans la semaine, par exemple, ça c'était un truc qui me rendait fou. Il fallait que ce soit le week-end, les 2 seuls jours qu'on avait en tant que salariat, ça c'était juste pas possible. Donc vraiment, gérer mon temps, limite, c'était plus motivant qu'au niveau de l'argent. Après, bien sûr, c'est venu... c'était un peu le package, quoi. Mais ouais, vraiment gestion du temps pour moi, gérer ma journée comme je veux. Bien sûr, après on a les contraintes et tout, mais ouais, c'était vraiment pour ça. Ça m'a motivé. Et vous? Alors déjà, je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi depuis assez jeune. C'est que sans vraiment savoir ce que ça représentait, je pensais, je me disais, je me voyais un petit peu entrepreneur plus tard. Et après, c'est vrai que même pendant nos études, ça nous arrivait souvent avec Quentin de parler de business qu'on pourrait lancer. Donc je pense que j'avais un petit peu ça en moi. Après, forcément, ce qui m'a donné envie d'entreprendre, c'est ce côté liberté. Forcément pour l'argent, mais voilà, j'ai beaucoup subi dans le salariat, on va dire, et j'avais besoin d'être autonome en fait, et de vraiment travailler un petit peu plus égoïstement et de vraiment travailler pour moi. Ok. Et moi, de mon côté, je vais rejoindre un petit peu Thomas. Ouais, c'est la liberté aussi, et, ce besoin d'avoir ma vie entre mes mains et pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc ouais, la liberté. Ok. Et être entrepreneur, c'est quelque chose dont on a un petit peu parlé tout à l'heure hors caméra. Pour vous, c'est quoi, si vous deviez en donner votre définition? Waouh. Je sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises définitions. C'est vrai que, encore une fois, moi, je l'associe à un côté peut-être un peu égoïste, mais c'est vraiment œuvrer pour soi, mais c'est aussi œuvrer pour les autres. Parce que c'est vrai que j'ai toujours pensé à l'entrepreneuriat dans le fait de délivrer quelque chose, un service ou même un produit, mais qui aiderait réellement quelqu'un. Donc, c'est un petit peu ma définition de l'entrepreneuriat. Ok. Ouais, moi je rejoins encore une fois Thomas. Je crois qu'on a passé beaucoup trop d'années ensemble. Et ouais, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, puis ça rejoint ma définition précédente, c'est quelqu'un qui prend sa vie en main et qui est maître de son quotidien, tout simplement, sur tous les aspects. Et pour toi, alors? Bah, moi, justement, c'est pas la même définition que vous. Moi, justement, entreprendre, c'est gérer son temps. Encore une fois, je reviens avec le temps. Encore une fois, j'étais aussi entrepreneur quand je faisais des ménages. Donc, j'avais mon statut, voilà, je déclarais mes impôts. Donc, c'est ça, en fait, entreprendre, c'est avoir son entreprise. Donc, en fait, que ce soit juste même, je sais pas, moi, monter... c'est bizarre ce que je veux dire, mais même avoir un groupe Facebook avec une communauté dedans, bah, c'est entreprendre un projet. En fait, tu crées quelque chose. Ça peut être, pour moi, il y a ça aussi, il y a créer quelque chose. Et du coup, tu entreprends, que tu te fasses payer ou pas. Et après, il y a aussi juste travailler d'une autre façon, mais à ton compte, en fait. C'est ça, entreprendre aussi. Donc, ouais, j'ai ces 2 définitions. Tu es entrepreneur dès lors que tu as ton compte. Et en même temps, même créer un projet, tu entreprends quelque chose. Donc, voilà, tu es entrepreneur aussi. C'est ma définition. Ouais, très intéressant. Et c'est vrai que on veut tous s'accomplir, en particulier quand on est entrepreneur, mais on n'a pas forcément tous la même vision de l'accomplissement. Et justement, j'aurais aussi aimé avoir la vôtre parce que je trouve que c'est une question hyper intéressante quand on arrive à un certain niveau, sans définir ce niveau, juste de se dire, ok, c'est quoi pour moi la réussite? C'est quoi pour moi le succès? Parce qu'on a tendance à être influencé par ce qui semble être la définition du succès et de la réussite des autres, pensant parfois que c'est aussi la nôtre. Et souvent, on fait l'erreur de se calquer, de se comparer, et finalement, on se perd là-dedans. Et on oublie qui on est vraiment,
qu'est-ce qu'on veut vraiment et qu'est-ce qui est pour nous vraiment la définition de la réussite et du succès. Donc, j'aimerais vous entendre par rapport à ça, sur ce qui est pour vous la réussite, le succès, c'est quoi pour vous? Ok. Alors en soi, je pense qu'il y a encore quelques mois, années, c'est vrai que j'associais beaucoup l'accomplissement de l'entrepreneuriat à l'argent. Vraiment la réussite financière, à l'image même que ça pourrait renvoyer. Et c'est vrai que maintenant, j'aurais tendance à... Pour moi, l'accomplissement, ça va être vraiment être libre de mon temps et aussi des pressions que ça peut exercer sur moi au quotidien, d'entreprendre avec les responsabilités que j'ai, avec les deadlines qu'il y a à avoir. Donc aujourd'hui, je pense que ce serait vraiment au niveau du temps, d'avoir du temps libre pour moi et pour passer du temps aussi avec les gens que j'aime, tant que je le peux encore, quoi. Carrément. Ok. Et de mon côté, être un entrepreneur accompli, c'est faire quelque chose qui a du sens quotidien, la manière dont on dépense son temps, justement, comme disait Thomas, et que cette manière dont on dépense ce temps nous permette d'avoir liberté, un terme un peu... Galvaudé. Ouais. Parce que chacun a sa propre définition de la liberté, mais ouais. Pour moi, c'est ça. Ok, super intéressant. Eh ben, un petit mix quand même des deux, et peut-être pour ajouter quelque chose, ouais, le succès, c'est aussi dans les petites récompenses de ok, j'ai tenu, il y a un retour, et pas juste un retour d'un client ou quoi, c'est un retour. Voilà, on met une action, ça prend, t'es content, et en fait c'est ça aussi, c'est ok, j'ai pas lâché depuis tout ce temps. Et ça porte ses fruits, sans que ce soit voilà, des gros chiffres, comme dit Thomas, financiers ou quoi. C'est le succès dans plein de petites actions comme ça. Tu te dis, ok, il y a même des choses que tu fais maintenant naturellement. Tu te dis, putain, mais avant, c'est challengeant ça. Et c'est ça le succès, c'est de regarder un petit peu en arrière et de se dire, ok, waouh, il y a eu tout ça. Ça y est, c'est plus un challenge. Ça, maintenant, et ça fait plaisir. Et bien sûr, on découle, comme on dit Quentin et Thomas. Ah bah tiens, aujourd'hui, je peux prendre peut-être une matinée off, une journée off. Tiens, bah pendant une semaine, je me connecte pas et en fait, ça tourne. Et ça, c'est cool. C'est aussi ma définition du succès aussi. Et est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. C'est vrai qu'il y a cette notion aussi d'évolution qui est importante. Et alors, c'est difficile à prendre en compte, surtout quand on est tout le temps dedans, un petit peu la tête dans le guidon. Mais c'est sympa aussi de voir à quel point on a évolué au moment où on est parti, on a commencé. Et au moment où, à l'instant T, quoi, où on en est, même notre façon de penser, notre schéma de pensée qui a changé, ce qu'avant on avait, enfin, ce qui pouvait avant nous faire sortir de notre zone de confort, qui est maintenant en fait quelque chose de banal. Donc il y a aussi ce côté un petit peu palier qu'on passe, un petit peu level comme dans les jeux vidéo. Et qui est très plaisant dans l'accomplissement aussi, de se dire voilà, maintenant j'en suis là, je suis peut-être pas au niveau maximum, mais en tout cas j'ai changé. Et il y a des choses qui me paraissaient insurmontables avant qui maintenant sont totalement basiques pour moi. L'évolution. Ouais. Qui a un niveau maximum. Il y aura toujours quelqu'un en dessous, il y aura toujours quelqu'un au-dessus, je pense, d'une façon comme d'une autre. Et pour reprendre l'analogie du jeu vidéo, dans un jeu vidéo, on a un arbre dans lequel on peut dispatcher des points sur plusieurs compétences caractéristiques, et c'est généralement impossible d'être à fond en tout. Et je pense que quand tu comprends et que tu acceptes ça aussi, ça te libère d'une certaine façon de plein de pression. Parce qu'encore une fois, on est dans un truc où, notamment avec les réseaux, on veut être parfait, quoi. On veut pouvoir avoir tout au top, le sport, le physique, la santé, les amis, le social, l'argent, le business. Et en fait, ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment ça qui nous rend heureux? Parce que pour moi, si je devais donner ma définition de la réussite et du succès, bah, ce serait être heureux, en fait, tout simplement. Et je suis assez convaincu que tout ce que tous les êtres humains font, ils le font pour être heureux. Dans cette quête, bien sûr. Ouais, la quête du bonheur. C'est-à-dire que pour moi, le bonheur, c'est vraiment ce qu'il y a derrière tout. Les bonnes, les mauvaises raisons, les masques, les vérités, c'est au fond, tout ce qu'on veut, c'est être heureux à la fin. Tous, qui qu'on soit. Et j'ai reçu il n'y a pas très longtemps en interview Valère, un entrepreneur aussi qui peut-être déjà sur ma chaîne ou pas, peut-être que ça va sortir, je sais pas. Et à un moment donné, justement, je crois que je lui demande pourquoi il fait tout ça.
Et il me donne des raisons qui sont liées beaucoup au fait de se mettre à l'abri, de mettre à l'abri les siens, ce qui est tout à fait louable. Et j'ai pas développé. Et du coup, j'en profite pour le faire maintenant aussi. Mais je lui dis, si tu fais ça au final, c'est parce que le vrai but, c'est tu veux être heureux. Et il n'était pas forcément d'accord. Il me disait, ouais, je pense pas. Et je pense que s'il l'était pas, c'est peut-être parce qu'il n'a pas fait ce travail de, ok, pourquoi je veux me mettre à l'abri, pourquoi je veux mettre à l'abri les miens. Parce qu'en le faisant, ça te procure quelque chose. Si tu as envie de faire ça, c'est pas comme, je sais pas moi, une IA qui a une quête, un but où c'est mettre à l'abri. Non, c'est que derrière, ça va te procurer des émotions. Tu vas te sentir bien, tu vas te sentir heureux. Et au final, quel que soit ce qu'on fait, les raisons pour lesquelles on le fait au fond sont toujours les mêmes, être heureux. En tout cas, c'est mon avis et c'est ça que je donne dans la définition de la réussite et du succès. Mais les moyens qu'on va employer pour être heureux ne sont pas forcément les mêmes pour tous. Et c'est pour ça qu'on est tous différents et que c'est très bien. Et qu'il ne faut pas croire justement qu'il n'y a qu'une seule manière d'être heureux, il n'y a qu'une seule manière d'être libre, il n'y a qu'une seule manière de connaître le succès et la réussite. Ce qu'il faut, c'est trouver la sienne en se demandant ce qu'on veut plutôt qu'en se calquant sur les envies des autres. Tu as raison. Et du coup, ça me fait rebondir à la question que tu as posée tout à l'heure. Pourquoi entreprendre au-delà de gérer son temps? C'était aussi ça. Alors, sans savoir dans quoi, j'avais vraiment envie d'être épanouie professionnellement. Et ça, c'est la chose qui ne m'était jamais arrivée. C'est vraiment, je sais que je vais être épanouie en faisant quelque chose pour moi. Ou pas, mais j'ai envie de construire un truc vraiment pour ça. Donc oui, c'est vrai, ça résonne. Être heureux, quoi. Voilà, travailler sans s'en rendre compte. Je pense que c'est un peu le goal, ça aussi. Ouais, clairement, c'est ça. Et vous avez eu, on va dire, une enfance commune, puisque vous êtes tous nés plus ou moins au même endroit, vous vous connaissez depuis très longtemps. Est-ce que vous pouvez dire de quel milieu socio-professionnel vous êtes issu, quel genre d'enfance vous avez eu? Est-ce que c'était plutôt confortable, pas confortable? Voilà, si vous avez des choses à partager par rapport à ça. Bon, moi, je peux te dire, j'ai vraiment une enfance confortable. Voilà, je ne manquais de rien. Un père entrepreneur, une mère qui était aussi épanouie dans le travail. Et ce petit contexte-là qui a fait que tout était, on va dire, accessible dans le raisonnable, quand même, bien sûr. Mais aussi, justement, avec des croyances quand même limitantes au niveau de l'argent. Ça, je l'ai bien senti. Et quand je prends du recul comme ça, je me dis, on avait tout. Et pourtant, parfois, on vivait comme si on avait presque rien. Et ça, c'est aussi des croyances, quoi. Vraiment, croyances de l'entourage, quoi. Ouais, c'est les anciens aussi, souvent. Ah oui, notre génération. Alors moi, concernant mon enfance, milieu classique, je dirais, jamais manqué de rien comme Alexis, mais pas non plus dans l'opulence. Classe moyenne. Ouais, classe moyenne, voilà. Donc un papa dans le milieu du bâtiment et une maman salariée. Ok. Et voilà. Ok, donc classique, classe middle class. Ok. Et toi, mon cher Thomas? Pour moi, tout pareil, classe moyenne. J'ai jamais manqué de rien non plus. Des parents très aimants qui m'ont beaucoup couvé et pas d'entrepreneur. Donc compliqué aussi lorsque je me suis lancé, compliqué aussi quand on échoue dans les études alors que c'est quelque chose d'assez important pour mais voilà, sinon mon enfance, j'ai une très belle enfance. Ouais, donc ce qu'on retient, c'est que vous êtes tous issus effectivement d'une classe moyenne, comme la plupart des Français, finalement. Vous avez pour certains des entrepreneurs dans votre famille, pour toi non. Donc, bon, est-ce que c'est quelque chose qui a joué? Je pense pas. En revanche, je pense qu'il y a un dénominateur commun que vous avez que beaucoup de jeunes gens ont, et je m'inclus là-dedans, c'est peut-être une certaine forme de, je dirais pas de conformisme, mais de fermeture à laquelle vous avez voulu vous échapper. Finalement, que vous ont inculqué vos parents par amour. Pour votre bien, pour votre sécurité, et aussi parce qu'ils sont issus, il faut bien s'en rappeler, d'un moment de l'histoire complètement différent d'une autre. Bien sûr. Pas du tout les mêmes opportunités, pas du tout les mêmes, les mêmes débouchés, les mêmes options. Donc forcément, eux, avec leurs outils, avec leurs moyens, ont probablement fait aussi bien que ce qu'on aurait fait si on était à leur place, voire mieux. Donc c'est toujours bien de le rappeler. Maintenant, pour parler un petit peu de croustillance, parce que c'est ce qui va vous intéresser, vous, de l'autre côté de votre écran chez vous à la maison. Coco Growth, en quelques chiffres, c'est quoi?
CocoGrove, c'est quoi? C'est de 0 à 50 000 abonnés en 90 jours, en moins de 90 jours même. Exact. 28 millions de vues sur nos réels et plus de 10 000 euros générés. Et ça, dès le premier mois du lancement de notre programme d'accompagnement. Donc, ouais. Incroyable. On est content. Je connais aucun autre compte, profil sur Instagram qui a eu une aussi rapide croissance que vous. Ni en France, ni aux États-Unis. Passer 0 à plus de 50 000 abonnés en moins de 3 mois, j'ai jamais vu ça. Je sais pas vous, hein, qui êtes tout le temps sur Insta, est-ce que vous avez déjà vu pareille croissance en si peu de temps? On a vu des comptes On a vu qui ont growth rapidement, qui nous ont servi d'ailleurs. Mais c'est vrai que là, sur le marché français, je pense pas, en tout cas de ce que j'ai pu analyser, j'en ai pas vu qu'il y a eu une croissance assez rapide. Ouais. Et ça s'arrête pas. Oui, c'est ça. continue. C'est de manière exponentielle. C'était pas juste le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Non, c'est tous les jours. C'est ce qu'on vend clairement. Et après, c'est une boule de neige. C'est-à-dire que le plus dur, c'est le début. Ouais. Parce que ça n'a pas été linéaire. Non. Je me Bien rappelle sûr. les premières semaines. Est-ce que vous voulez peut-être en parler pour expliquer comment la croissance est faite? Et puis après, on ira creuser sur les chiffres, sur le business model, sur comment vous avez fait pour obtenir Ouais, de bien pareils sûr. résultats et aider peut-être des personnes Ouais. à en faire de même. Ouais. Mais ouais, au niveau de la croissance, comment ça s'est passé au niveau des abonnés? En soi, c'est vrai que ça a mis un peu de temps, si je peux dire ça, parce qu'on a eu des résultats en fait dès la fin du premier mois. Hein. On aurait pu aller plus vite, c'est ça qui veut dire. Exactement. On aurait pu aller plus Parce vite. que c'était rapide, du coup. Quand même. On aurait pu aller plus vite, puisque forcément on apprend aussi en Ouais. même temps. Donc il y a des méthodes qu'on aurait pu mettre en place dès le départ. Mais oui, c'était un peu plus long au départ. Et cependant, on n'avait quand même pas des résultats catastrophiques par rapport à ce que peuvent avoir des comptes qui se lancent. Parce qu'on avait quand même aussi une base de connaissances. Ouais. Mais il faut quand même un petit peu laisser de temps. Et une fois que la machine elle est lancée, une fois qu'on rentre dans l'engrenage de l'exponentialité, de la viralité, voilà, normalement, ça marche presque tout seul. Presque. Et c'est ça qui était sympa aussi, c'est que on l'a annoncé, en fait. Donc voilà, il y a d'ailleurs un message dont on s'est servi sur notre compte qui disait mais je comprends pas, tu fais un contenu qui parle d'engagement mais t'en as pas. Je dis mais ça fait 2 semaines que le compte il est lancé, donc laisse le temps et tu vas voir. Et ça a pris pas 3 semaines après, j'ai envie de la recontacter pour lui dire tu vois, je pense qu'elle a vu du coup. C'est certain. Donc ça c'est sympa. Impressionnant en tout cas. Félicitations pour ça. Évidemment, c'est complètement fou. Avant de creuser sur les chiffres, sur le business, il y a, comme je le disais en début d'interview, quelque chose qui nous lie et qui pourrait avoir joué dans ce qui vous est arrivé. Complètement. Est-ce que vous pouvez dire d'abord comment vous avez connu et rejoint l'aventure et le programme Trinity? Je t'ai connu puisque Thomas était ton monteur vidéo. Ça aurait été peut-être bien. Comme Thomas est mon meilleur ami, on se voyait très régulièrement et on échangeait sur ton boulot et il m'a parlé de toi. C'est comme ça que j'ai creusé et que j'ai pris un jour la décision de te contacter par rapport à ton ancienne activité donc, qui touchait au NFT. Et puis, une fois que tu m'as embarqué dans l'aventure avec toi, je t'ai plus lâché et puis je t'ai suivi par la suite dans la version qui est aujourd'hui Trinity. Et ce qui est marrant, du coup, c'est que donc moi, j'étais monteur justement au moment où tu étais dans le Web3 et tu m'as annoncé en fait que tu pivotais d'activité, que ton accompagnement allait changer. Et c'est en me l'annonçant, donc moi avec mon rôle de monteur hein, et le travail que j'aurais à faire peut-être par rapport à ça, c'est en me l'annonçant que en fait tu m'as dévoilé un petit peu l'offre, hein, tu m'as sans le vouloir, tu m'as fait un R1 et ça m'a chamboulé. Ça m'a chamboulé. Je me suis dit, je savais aussi la qualité de ton travail. On avait déjà échangé beaucoup de fois, mais je me suis dit, je veux en être. Et à ce moment-là, en plus, tu avais déjà ton quota d'élèves. Et donc, je me rappelle, je ne dormais pas la nuit, tu le sais, hein, si je l'avais dit. Et Alexis le savait, elle était à côté, on était à peu près dans la même situation, tous les deux, entrepreneuriale, où c'était pas facile. Et donc, on en avait parlé, elle m'avait dit, mais appelle-le. Et c'est ce qui s'est fait. Hein, c'est le lendemain, le surlendemain, je t'ai appelé, je t'ai passé un appel inopiné. Et je t'ai dit,
aide-moi. Et par là, je vais te laisser continuer, mais en soi, quand on s'est eu au téléphone, tu m'as aussi proposé d'intégrer Alexis. Et donc voilà. Ouais, bah, du coup, transition parfaite. Donc, moi, c'est vrai que je t'ai connu sans que tu me connaisses, parce que du coup, comme Thomas était ton monteur vidéo, forcément, j'entendais des petits vocaux par-ci par-là, et déjà, je me dis, il a une élocution, ce type. Vraiment, je te le dis, en mode incroyable et tout. Je crois, après, il m'avait dit ton âge. Vraiment, je pense que je t'aurais donné la trentaine, voire quarantaine même. Ouais, je te jure. On a déjà dit, sans voir mon visage, des fois juste à la voix. La voix, le timbre, l'élocution et tout. Et puis, bref, et en fait, quand il s'est passé cette opportunité-là, vous étiez au téléphone, je me rappelle, je sais pas si où j'avais entendu, où Thomas m'a fait un retour, je dis mais là tu le rappelles direct. Et donc j'en ai pas dormi non plus, parce qu'en fait même pour lui, c'était pour lui, c'était d'ailleurs que pour lui à l'époque. J'ai dit tu passes pas à côté, tu le rappelles, c'est bon, vous connaissez et tout, il faut que même si son quota il est déjà pris, tu t'insistes et tout. Il a dit ouais non mais je vais le rappeler. Et moi, faut savoir qu'à ce moment-là, j'allais rejoindre un autre accompagnement qui avait rien à voir avec ça. Et en fait, le destin, parce que c'est le destin, je le sais de toute façon. À quelques jours près. Je pense même quelques heures. Je pense que c'était le lendemain, un truc comme ça. Et que je regrette absolument pas. Du coup, c'était rien à voir. Et là où ce qui est dingue, c'est que justement, Quentin et Thomas, on était ensemble. Et puis Thomas revient. Je les ai rejoints ce soir-là. Ouais, Quentin, comme je crois que c'était un vendredi ou un samedi, était à la maison. Donc on était ensemble et Thomas vient et il dit j'ai de bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai rejoint Trinity. Donc là, je commence presque à avoir les larmes. Vraiment, c'était à ce point. Et il me dit la deuxième, c'est que il propose si tu veux aussi l'intégrer. Et là, je me rappelle, ça a été vraiment, je nous ai pris tous les trois dans les mains. Et j'ai dit là, les gars, on se rappellera toute notre vie. Et vraiment, ça n'avait pas commencé. C'est fou. On a senti que votre vie allait changer. Ouais. C'est incroyable. C'est fou. Donc voilà comment moi aussi je t'ai connu, comment on en est là. Et que bien avant d'avoir l'idée de s'associer, on savait quand même qu'on allait faire une aventure tous les trois. Et ça, c'était génial aussi. Oui, en plus, ouais. Rien que ça, juste. C'est vrai, ça c'est quelque chose que j'ai jamais eu la chance d'expérimenter vu que j'ai toujours fait tout seul. Mais c'est vrai que ça doit être incroyable aussi. Et merci pour tout ça. En tout cas, c'est incroyable. Et en quelques mots, et on y reviendra. L'idée, c'est pas de faire la promotion de tout ça maintenant, mais aujourd'hui, dans quelle mesure vous diriez que le programme Trinity vous a aidé à réussir et à être là où vous en êtes aujourd'hui? Moi, c'est simple. En fait, j'avais aucune connaissance du business en ligne. Je m'en suis aperçu en rejoignant Trinity. Toutes les bases, parce qu'on a vraiment tout vu avec toi. Enfin, j'ai tout vu avec toi, je vais parler pour moi. Toutes les bases de comment construire une offre, la réflexion en fait à avoir derrière sur toutes les stratégies, etc. Donc moi, clairement, le fait d'être là aujourd'hui à discuter avec toi, je sais que c'est le fait d'avoir rejoint Trinity à ce moment-là qui fait que j'en suis là aujourd'hui, quoi. Je dis pas que j'en serais jamais arrivé là où j'en suis, ça aurait été différent en fait. Mais cette décision fait que je suis là aujourd'hui. Et que j'ai accompli avec Thomas et Alexis tout ce qu'on a accompli. Clairement. Et donc, moi, plus personnellement, je sais que j'étais vraiment dans une impasse au moment où j'ai rejoint Trinity. Et ça a tout changé pour moi. Tant je connaissais quand même le milieu de l'entrepreneuriat, parce que j'entreprenais déjà là-dedans, dans le digital. Mais ça a tout changé, parce que tu as posé un cadre qu'on n'avait jamais posé en fait autour de moi. Il y a des choses qui sont devenues claires, en fait, vraiment claires et ludiques. Et au-delà de ça, au-delà de toute la valeur que tu as pu nous partager durant cet accompagnement, c'est surtout toi, à quel point tu as été présent, à quel point tu as pu donner les directions, les bonnes directions. Et ça, c'est hyper important. C'est ce qui a tout changé jusqu'à il n'y a pas si longtemps encore, où tu es toujours présent tout le temps, à chaque fois qu'on a besoin qu'on a des questions stratégiques, on sait que tu es là. Et à chaque fois que tu as été intervenu, à chaque fois, c'est jackpot derrière pour nous. On réajuste et derrière, on touche la cible où il faut, quoi. Je dirais même, avant de reprendre depuis le début, c'est au-delà de jackpot dans les résultats, c'est jackpot dans le mindset, quoi. Et c'est là où moi, je voulais vraiment insister, c'est Trinity qui s'est apporté, bien sûr, là où j'en suis aujourd'hui et
là où j'irai encore, parce que c'est que le début, et c'est ça qui est incroyable, c'est que ce soit ton programme ou toi, ta personne, quoi. Ça débloque un truc dans la tête qui est incroyable. Et moi, c'est pas juste sur comment créer un business, c'est comment créer son avenir. Voilà. Comment créer son lendemain. Et c'est ça, moi, que je te remercie de fou. C'est qu'importe, là, oui, là, c'est bien parce qu'en plus, notre business, il est florissant et ça prend ses fruits. Mais même avant, il y a eu ce truc-là entre le moment où j'ai rejoint qui a switché. Et voilà, bon, au-delà de la valeur, c'est vraiment... si t'as apporté un truc, une philosophie, voilà, ça c'est aussi ta personne, plus toute cette valeur. Et puis c'est pas du bullshit. Voilà. Donc, c'est facile de dire ça, mais j'en ai fait des formations, j'ai eu des accompagnements et tout. Et t'apportes ce truc, une dimension déjà. Il y a une logique, il y a une logique. Tu ramènes du psychologique avec des choses concrètes. Et du coup, tout cet ensemble plus toi par dessus, ta personne, ta façon de penser, c'est incroyable. Donc en fait, même sans atteindre un palier, on sait que c'est devant, on sait que c'est possible, on sait que... Et c'est ça où moi, Trinity, c'est toi dans Trinity, mais Trinity, quoi, l'ensemble... J'ai pas pris ma casquette, mais j'aurais été fière de la mettre là. Mais vraiment, je suis vraiment contente, gratifiante de faire partie de... C'est 100% partagé, évidemment. Beaucoup de gratitude. Meilleur investissement ever. De fou. Ça, c'est ce que je disais à Tiffany, ma copine que vous connaissez il y a quelques jours. Je dis que si je devais mourir demain, tu vois, je sais que j'ai aidé pas mal de gens. Et il y en a à qui j'ai changé, entre guillemets, la vie à plus ou moins grand degré, principalement sur le plan professionnel. Je sais que vous, pour le coup, vous êtes vraiment ceux auprès de qui, au-delà du business, même si vous avez quand même obtenu des résultats assez fous dans le business, assez peu de temps à partir du moment où vous avez commencé à mettre les actions en place, les chiffres que vous disiez tout à l'heure sont quand même... Voilà, je connais personne d'autre qui a fait ça. Il y a effectivement aussi sur le plan personnel, je le vois, des changements, des shifts. Et ça, c'est un truc qui est puissant quand même. De se dire que dans une vie, on a réussi à faire changer la trajectoire de vie d'un être positivement, même si c'est qu'une personne, en l'occurrence vous êtes 3, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Parce qu'impacter des millions de gens, tout le monde peut le faire. Mais réussir à changer la vie positivement d'une personne, c'est plus compliqué. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est forcément une immense fierté. Donc, très content, très reconnaissant. Beaucoup de gratitude. Pour en venir à vous maintenant, qui est votre cible? C'est qui les gens que vous voulez impacter, que vous voulez aider, et comment les aidez-vous finalement? C'est quoi votre offre? Donc, c'est une double question pour qu'on sache, voilà, pour ceux qui nous regardent concrètement, quelle est votre niche, votre avatar, et qu'est-ce que vous leur proposez en termes d'offres concrètement? Qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui? Ok, donc aujourd'hui, on aide les coachs, formateurs et prestataires de services en ligne qui, en fait, au-delà, qui ont une offre, qui sont sur Instagram, qui comptent sur Instagram comme canal d'acquisition pour vendre leur offre, et plus précisément, les personnes qui sont déjà actifs sur Instagram et qui fait que ça bloque, voilà, qui ne sont pas assez visibles, qui manquent donc de visibilité, qui manquent d'engagement, et forcément qui manquent aussi, ils pourraient vendre plus leur offre. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est notre cible aujourd'hui. Nous, notre offre, en fait, on les aide à justement exploser, on va dire, leur visibilité, donc acquérir de la notoriété, encore une fois de manière exponentielle. Voilà, l'idée, c'est pas juste de faire un réel à 1 million, d'avoir 5000 abonnés, après plus rien. C'est vraiment comprendre, mettre en place une stratégie adaptée à leur activité, bien entendu, pour voilà, débloquer cette visibilité. Et bien sûr, derrière, tout ce système d'acquisition qui passe d'un réel à l'acquisition de leads, vraiment potentiellement vers la vente, quoi. En fait, on implémente vraiment, en tout cas, on apprend à implémenter un cercle vertueux dans leur business. Donc, pour la grande majorité, leur canal d'acquisition phare, c'est Instagram. De toute façon, si ça ne l'était pas, ça serait peut-être pas nous qui devraient s'adresser. Et donc, il y a toute cette partie qui est vertueuse, donc dans la notoriété, donc dans la visibilité, mais aussi toute cette partie qui est vertueuse aussi dans tout le process de création derrière. Donc, nous, on a des process qu'on a mis en place, on a longuement testé.
qui nous permettent justement de produire rapidement, de ne pas s'épuiser, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie douleur, la création de contenu. C'est compliqué de tenir, de rester constant, alors que c'est la clé, en fait. Donc, on a aussi essayé de pallier à ça, en fait, donc d'avoir des résultats, mais aussi que ces résultats, ils soient pérennes, qu'ils soient durables, en fait, pour quelqu'un qui rentre dans le programme, quoi. Grosse dimension. Parce que avoir des résultats, c'est bien, mais à quel prix? Et en fait... C'est ça. C'est vraiment le problème qui ressort le plus chez tous les créateurs de contenu que j'ai connus, qu'ils soient dans un but de monétisation ou non, c'est la constance. Réussir à créer et à créer assez longtemps pour pouvoir obtenir des résultats dans la durée. Ouais. C'est exactement ça. C'est assez longtemps, en fait. C'est Ouais. compliqué de tenir le cap. C'est vraiment compliqué de tenir le cap. En plus de ça, c'est vrai que la constance, ça reste on va dire, la pierre angulaire, mais il y a aussi derrière la qualité du contenu qui est importante. Donc, être présent aujourd'hui sur les réseaux, tout le monde peut le faire. Être constant, c'est beaucoup plus compliqué. Et à ça, rajouter du volume aussi, parce qu'aujourd'hui, le volume, c'est ce qui te permet d'accélérer en fait le processus. C'est grâce à ça qu'on a eu des résultats rapidement. Et après, ça, c'est aussi quelque chose dont on va pouvoir on va pouvoir se détacher par la suite. Donc, une fois qu'on a commencé à créer la machine, qu'elle commence à tourner, c'est vrai que derrière, c'est plus simple aussi de produire moins. Et c'est vrai qu'au départ, et beaucoup de créateurs ont du mal avec ça, et c'est normal, parce qu'ils n'ont pas les process, ils n'ont pas les techniques, mais c'est de créer beaucoup, et de créer constamment, et de créer quelque chose de qualitatif. Et par qualitatif, je ne parle pas de super editing, je ne parle pas de tout tourner avec des caméras 8K, etc. Je parle de qualité dans le contenu, dans la valeur, et les insights que ça apporte en fait à l'audience cible, quoi. Ok. Donc pour résumer, concrètement, aujourd'hui, vous aidez, éduquez et accompagnez les coachs, infopreneurs, prestataires de services en ligne à implémenter l'exact même système et infrastructure que vous avez vous-même utilisé pour créer, développer et monétiser une audience sur Instagram. Exactement. Ok. Par rapport à ça, justement, est-ce que vous pouvez détailler l'infrastructure qui vous a permis d'obtenir les résultats qui ont été les vôtres? Enfin, concrètement, quel a été le process, la méthode étape par étape, de A à Z, qui vous a permis de passer de 0 à plus de 50 000 abonnés sur Instagram et plus de 5 chiffres au lancement en l'espace de 3 mois? Alors déjà, il y a une chose avant de parler vraiment de process, c'est que on s'est mis tous les trois en tête quelque chose. C'est qu'on n'allait pas sur Instagram pour créer du contenu, on allait sur Instagram pour donner à notre cible ce qu'elle voulait. Donc on a vraiment fait une étude des douleurs les plus présentes de notre cible, et donc des créateurs en général, donc des gens qui allaient utiliser Instagram comme canal d'acquisition, et on allait leur donner ce qu'ils voulaient. Voilà. Aujourd'hui, je pense que quand on s'abonne à un compte sur Instagram, on ne s'abonne pas à un compte pour lui faire plaisir, on s'abonne parce qu'on a quelque chose à récupérer. Et on est tous comme ça, on cherche tous à récupérer quelque chose de quelqu'un. Donc on est parti de cette grande trame et on s'est dit, on va récompenser, et en tout cas on va récompenser toutes les personnes qui s'abonnent, ou du moins les gens vont devoir s'abonner pour avoir une récompense. Ça, c'était la grande trame. Et ensuite, après, concernant le process, donc il y a forcément une étude des fondations, donc pour nous forcément du business, mais si je devais prendre le cas d'un client, donc il y a une étude marketing à faire, donc tout ce qui va être au niveau du ciblage. C'est très très important que quand on se lance sur Instagram, on sache à qui on s'adresse, ne serait-ce que pour derrière débloquer les autres étapes du process qui vont être le benchmark, et donc analyser le marché. Donc analyser le marché, c'est pas juste regarder ses concurrents, c'est regarder les concurrents qui performent le plus. Donc pour ça aussi, on a des outils qui nous permettent de le savoir, mais grosso modo, c'est assez simple. On essaie de trouver des créateurs qui sont dans notre niche ou qui ont une thématique qui peut toucher notre niche et qui performent dans un laps de temps qui est assez court. Prendre un contenu qui a performé il y a 3 ans, ça sert à rien. Prendre un contenu qui a performé hier, par contre, ça, c'est super intéressant. Donc ça, c'est la première étape, c'est bien analyser son marché, bien analyser la concurrence et identifier des réels qui ont surperformé et qu'on va pouvoir bien sûr
réadapté à notre niche. Parce que le but, c'est pas de récupérer quelque chose et de faire strictement la même chose, c'est de le réadapter au message qu'on veut véhiculer, à nos propres valeurs, parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec tout le monde, hein, il y a des choses qu'on a envie de rajouter. Et donc, une fois qu'on a trouvé, en fait, les règles desquelles on veut s'inspirer, quelque chose qu'on appelle le mimétisme. Donc, on va aujourd'hui mimétiser la structure, parce que si ce réel qu'on a identifié l'a performé, il n'y a aucune raison qu'il ne performe pas pour nous, en fait. Donc, aujourd'hui, on a aussi des critères qui nous permettent de mimétiser la structure d'un réel, de la réadapter derrière pour nous, et pour que tous les éléments en fait qui ont fait sa viralité, ils soient réunis pour que ça soit viral chez nous. Donc quand je dis viral, faut pas se méprendre. Il y a aussi des flops, si je peux dire ça. Aujourd'hui, on peut considérer, ça nous arrive de considérer des flops à 40 000, 50 000 vues, donc c'est pas mal, mais tout ne marche pas tout le temps. Parce que ça peut être nous qui mimétisons mal, ou aussi tout simplement parce qu'il n'est pas totalement adapté à notre audience. Mais voilà, donc ça c'est au niveau des étapes, c'est simplement ça. Et ensuite derrière, forcément, les autres étapes, c'est tout le process de création. Donc aujourd'hui, on arrive à travailler par batch de contenu en bulk, c'est-à-dire que on fait des sessions de création de contenu. Des sessions de création de contenu d'environ 2-3 semaines sur un court laps de temps. On a déjà tout identifié, on sait exactement ce qu'on doit faire. On enlève tout ce syndrome de la page blanche où on se retrouve à devoir réfléchir à quel contenu créer, etc. Non, nous, on sait exactement ce qu'on doit créer, comment on doit le tourner, ce qu'on doit écrire dans la caption. Voilà. Et derrière, on programme. C'est ce qui nous permet aussi de nous libérer énormément de temps, parce que forcément, on n'a pas que la création de contenu à faire, on a notre business à gérer. Et donc voilà, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir de superbes résultats, parce que ça nous permet de jouer sur les 3 piliers, c'est la qualité de contenu, avec en plus le bonus de on sait que ça a performé, donc il n'y a pas de raison que ça ne performe pas pour nous, la constance, parce que du coup, comme on fait notre création de contenu en amont, on sait que pendant les prochaines semaines, on sait qu'il y a du contenu qui sort, et du volume forcément. Donc le but aujourd'hui, c'est de trouver des contenus qui sont performants, mais aussi qui sont rapides à créer. Et c'est ce qu'on arrive aussi à faire. Ça fait partie de nos conditions, si tu veux, pour sélectionner les contenus. Il y a un autre pan qui est important, c'est ce que je disais au départ, c'est qu'on récompense les utilisateurs. C'est-à-dire que on va pousser les utilisateurs à engager avec notre contenu. On va mettre à la clé d'un commentaire, à la clé d'un DM, une ressource éducative qui va pouvoir les aider concrètement dans leur business ou donc nous dans la création de contenu. Et ça aujourd'hui c'est un pan qui est vraiment important de notre business aussi. Donc il y a tout un travail pour savoir quelles ressources fera l'affaire. Il faut que les ressources soient qualitatives, hein, forcément. Les e-books, les trucs comme ça, c'est pas dingue. Désolé, je te coupe, mais il faut aussi qu'elles soient adaptées aux problèmes qu'on met en avant. Exactement. L'idée, c'est pas de partager une ressource pour partager, mais ouais. Bien sûr, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de mettre en avant plusieurs ressources qui sont adaptées à chacun des problèmes qui sont les sujets des contenus. Donc, il y a toujours un lien qui est fait. Et on a beaucoup de ressources. Et ces ressources-là, aujourd'hui, ça représente... je pense que ça doit bien représenter entre 15 et 20% de notre engagement, de notre activité et de nos abonnements sur Instagram. Le fait de récompenser et de donner envie aux gens d'accéder à ces ressources et de nous suivre. Super intéressant, merci beaucoup pour ce partage de valeurs qui, je pense, va aider beaucoup de gens. Il y a plein de choses qui ont été dites, je vais essayer d'en faire le résumé et après d'aller creuser sur toutes les questions potentielles qu'aimeraient poser ceux qui sont derrière la caméra en me mettant à leur place. Donc en résumé, étape par étape, d'abord il va s'agir de connaître son marché, de savoir à qui on s'adresse, de faire un gros travail de préparation de ciblage et puis après de mettre en œuvre une stratégie de veille concurrentielle pour pouvoir s'inspirer et mimétiser les contenus les plus performants récemment de nos meilleurs concurrents. Entre guillemets meilleurs, c'est-à-dire ceux qui sont le plus pertinents pour nous, et initier une vaste stratégie / infrastructure
de création de contenu que vous maîtrisez aujourd'hui, puisque tu m'as dit que vous réussissez à produire beaucoup en un minimum de temps. Ouais. J'imagine que vous employez des outils, vous avez des process, et le fait de planifier notamment aide. D'ailleurs, petite question par rapport à ça, j'avais entendu dire que la planification, la programmation diminuait l'engagement et les stats, les perfs en général des On est la contenus. preuve C'est du vrai. contraire, du coup. Ouais. Ok, du coup. On a aussi entendu ça, bien Ouais. sûr. Alors aujourd'hui, nous, on n'utilise pas d'outils externes. Déjà, Instagram, on est des bons élèves méta. Donc, on utilise la programmation directement sur Instagram et même on fait notre programmation sur Instagram mobile. Donc, on la fait même pas sur l'ordinateur. Bon, aujourd'hui, c'est difficile de dire que ça nous a freiné, mais Vous avez jamais AB testé pour voir ce qui se passait? non, on n'a jamais A/B testé comme ça, de cette façon. Par contre, il y a un super outil d'A/B testing que Instagram a récemment mis, c'est les RLDC. Et ça, on essaie de l'implémenter de plus en plus. On a fait un test, notre premier test qu'on a fait a très très bien fonctionné. On a fait l'A/B testing là-dessus. Ça a vraiment super formé. Mais sinon, on n'a jamais A/B testé par rapport à la programmation, si on publie en direct ou pas. On avait essayé parce que comme on était à l'étranger, on s'était dit est-ce que si on se met en VPN, parce qu'on avait aussi entendu ça en disant mais si vous êtes à l'étranger, ça va avoir moins d'impact parce que vous touchez les Français, la francophonie, etc. Et du coup, vous êtes à l'autre bout du monde. Pour avoir fait les deux, aucune différence. Donc vraiment, là maintenant, pas de VPN, rien. Téléphone, l'appli, programme, et puis ça. Alors, je vais vraiment essayer de repasser au travers, voilà, chronologiquement de toute la stratégie que vous avez partagée pour vous poser les questions que vont se poser ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Déjà, quels sont les outils indispensables que vous utilisez aujourd'hui dans votre travail au-delà d'Instagram? Vas-y, je t'en prie. Il n'y en a pas tant que ça, c'est les basiques. Notion, ChatGPT, ChatGPT. Canva, Mm. Gumroad, qui va peut-être dégager prochainement parce qu'ils prennent énormément de frais sur les ventes de produits digitaux. ManyChat. ManyChat. ManyChat, bien sûr. Bien sûr, comment je l'oublie. pardon, limite Bien bien sûr. avant. Mais ouais, grosso modo, avec ces 5 outils. ChatGPT, C'est- Notion, ManyChat, C'est que la base. Notion, c'est quand même le cerveau, Ouais. notre collab. cœur de tout, ouais. Voilà, Ok. on stocke tout là-dessus, on fait tout là-dessus, on s'organise là-dessus. Et le montage. Je sais pas si... Exactement. Alors j'allais dire, le montage, en fait, ça, en tout cas par rapport à notre stratégie, ça n'a pas trop d'importance lequel logiciel de montage. Mais bien sûr, on utilise CapCut aujourd'hui, tout simplement parce que la majorité de nos clients utilisent CapCut parce que c'est un logiciel qui est gratuit. Et maintenant, même à eux, hein, mais si les personnes qui nous écoutent sont sur d'autres logiciels de montage, restez pas de sur d'autres problème. logiciels de montage. Hein, c'est pas D'accord. spécialement d'importance. Comme il y a une tendance aujourd'hui sur Instagram qui est, ça changera peut-être demain, hein, mais qui est que le contenu surédité est moins mis en avant, moins aimé, peut-être parce que c'est moins accessible. Il n'y a pas d'intérêt à avoir des logiciels de montage ultra professionnels. On a besoin de faire des effets compliqués, etc. quoi. Donc, CapCut, ça tient vraiment la route. Largement la fin. Et petite parenthèse sur Gumroad aussi, du coup, c'est vrai qu'on utilise beaucoup Gumroad. Gumroad a un gros avantage, c'est au niveau des visuels et des avis. C'est-à-dire que sur toutes les ressources de gratuites, on a des centaines de milliers d'avis positifs. Ce qui pousse les gens à télécharger les ressources, c'est à nous donner leur adresse mail. Donc ça, c'est très bien de Gumroad. C'est d'une facilité d'utilisation qui est vraiment bien. Après, il y a un gros point noir, c'est d'utiliser Gumroad pour vendre quelque chose, c'est-à-dire des produits digitaux. Aujourd'hui, on s'aperçoit que prennent 70% à peu près. Ah oui. 70% de ce qu'on a fait. 60-70. Ouais. C'est énorme. C'est ce qui est énorme. Donc c'est vrai que si les gens partagent des ressources digitales, autant passer sur autre chose que Gumroad. Stan Store, c'est qui plus est gratuit, pas mal. ouais. Mais voilà. Ça, on précise que, évidemment, c'est pas sur votre chiffre d'affaires à vous de votre produit maître. Non, bien Pas sûr, du tout. bien sûr, exactement. Bien sûr, oui. Les ressources, entre guillemets, je vais pas dire gratuites du coup, mais... C'est ça, en fait, Non. on a une armée de ressources gratuites et on a une ressource payante à faible coût, 3 €, je crois, dans laquelle on a regroupé plein d'informations
qu'on aurait très bien pu utiliser pour nous. Et voilà, en fait, c'est un petit peu un mix édulcoré de tout ce qu'on fait aujourd'hui, de tout ce qu'on conseille aux gens de faire. Et on l'a fait, cette ressource, dans le but justement d'éponger un petit peu les coûts que l'on peut avoir avec les autres logiciels, ManyChat, Calendly, etc. Voilà. D'accord, ok. On a oublié quelques logiciels, Calendly. C'est vrai, oui, bien sûr. C'est vrai. Et c'était plus, il a dit les questions pour notre croissance. C'était plus ça par rapport au tour d'Instagram, effectivement. Mais c'est vrai que Calendly en soi est un outil important aussi. D'ailleurs, il y a des alternatives extrêmement puissantes aujourd'hui. On avait déjà parlé, une que je vous avais recommandée. Ok. Par rapport, donc les ressources semblent être vraiment l'un des piliers de votre stratégie. C'est l'une des clés. Offrir des ressources gratuites et les faire travailler pour vous justement dans l'acquisition et l'engagement de vos leads. C'est intéressant. Maintenant, pour reprendre donc chronologiquement et vous poser les questions qui me semblent être les plus pertinentes. Vous avez commencé par parler de l'idée de comprendre, étudier, analyser son marché. Concrètement, je suis débutant. Je veux me lancer sur Instagram et faire ce que vous avez fait. Je fais comment ça? Je vais trouver comment mes concurrents? C'est quoi la strat? C'est des mots-clés que je recherche dans la barre sur Instagram? Alors, déjà, quand on dit analyse sur marché, c'est que la personne qui se lance sur Instagram, je dis ça parce qu'on a quand même pas mal de calendriers, de rendez-vous, de gens, ils ne savent même pas vraiment ce qu'ils font. Mais c'est important de savoir ce qu'on fait, en fait, à qui on s'adresse. Et par rapport à ça, il faut connaître forcément les douleurs. La chose la plus importante, c'est les douleurs de sa cible. Une fois qu'on a analysé les douleurs et l'issue rêvée de sa cible, on sait quand même dans quel domaine on est. Si aujourd'hui on est dans l'entrepreneuriat, on sait qu'on va aller chercher des concurrents qui sont dans l'entrepreneuriat. Et sur quoi communique un entrepreneur? Admettons, Adèle Lucas a un profil où il fait des contenus viraux. On va voir de quoi parle Adèle Lucas. Il va parler justement peut-être de choses spécifiques à l'entrepreneuriat, mais il va peut-être aussi parler de développement personnel. Il va peut-être parler de création de contenu. Et par rapport à ça, donc nous, on définit des grandes thématiques. On sait que ces thématiques-là, elles sont liées en fait à notre propre niche. Donc voilà, je suis entrepreneur. Adèle Lucas a un profil de concurrent avec des réels viraux, un profil performant. Je vais chercher à répliquer ce qu'il fait, à mimétiser ce qu'il fait. Et donc, par rapport à ça, je vais me baser sur ces grandes thématiques. Donc, qui vont être, par exemple, le dev perso, l'entrepreneuriat et la création de contenu. Et je vais chercher d'autres créateurs qui sont dans le même style qu'Adèle Lucas. Donc, pour ça, comment on fait? C'est pas très, très compliqué. Bien sûr, on a une méthode de mots-clés, donc dans le search d'Instagram, tout simplement, de hashtags aussi. Les hashtags, peut-être que Adèle Lucas a utilisé. On va les récupérer. Et après, on a des fonctions qui sont complètement intégrées à Instagram, qui sont la suggestion de compte. Donc aujourd'hui, alors je crois que ça se fait que sur PC, si je ne me trompe pas. Mais lorsqu'on va sur le compte d'Adèle Lucas, et il y a un petit onglet qui nous permet d'avoir des comptes suggérés. Et ok, c'est sur téléphone. Et donc là, on va avoir plein d'autres profils comme Adèle Lucas. Des profils sur lesquels on va pouvoir aller voir et regarder s'il y a du contenu qui peut nous intéresser, si c'est un profil sur lequel on aura envie de revenir dans 1-2 semaines, voir s'il a créé du nouveau contenu. Et après, on peut aussi aller chercher directement dans ses abonnements, parce qu'en principe, les créateurs d'une même niche, ils sont tous à peu près abonnés les uns aux autres. Et donc, en fait, en faisant ça, on peut rechercher des comptes et des profils à l'infini et toujours avoir des sources d'inspiration. Ok. Et cette veille-là, des concurrents de vos clients, vous la faites en France ou aux US? Les deux. On l'a fait en France et aux USA parce que je pense que c'est important d'avoir une connaissance de son marché dans la langue dans laquelle on parle. Et aux USA aussi, puisque c'est quasi tout le temps de là-bas que proviennent les grandes tendances, etc. Ok. Très bien. Je voulais peut-être rajouter justement que Thomas tout à l'heure parlait des problématiques en fait de notre cible. Moi, je dirais autre chose. Demain, tu es Adèle Lucas, créateur de contenu. Qu'est-ce que tu as envie de divulguer comme message? À qui tu veux t'adresser? Et à partir de ce moment où tu as justement ta cible, ok, quel sujet touche de près ou de loin ta cible? Donc bien sûr, il y a problématique parce qu'on sait qu'en résolvant un problème, ça va être plus puissant, mais c'est aussi qu'est-ce qu'il a envie d'avoir comme information que je vais pouvoir lui transmettre. Et c'est ça, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on part de ça, des thématiques, et pas que les concurrents. C'est justement par rapport à toutes ces thématiques, quel compte peut être intéressant
dans le même système qu'a dit Thomas. Tu vois, c'est pas juste concurrent. Comme il a dit, ça peut être dans la niche ou pas dans la C'est vrai. niche. On peut prendre certaines largesses de niches aussi qui sont pas forcément liées à la note, mais qui vont parler de certains sujets ou quoi, qu'on peut réadapter à la note. Et après aussi quelque chose, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est important aussi d'aller voir des concurrents qui ont nos valeurs, qui ont la même vision que nous, et de vérifier toujours si on est d'accord avec ce qu'ils partagent. Ça, c'est quand même vachement important. Quand on est en train de créer son personal brand, c'est important de rester aligné quand même et de pas aller juste chercher quelque chose qui était performant ailleurs et en fait qui va à l'opposition de nos schémas de pensée, quoi. Garder une cohérence. Ouais, c'est ça qui était important peut-être aussi de rajouter. C'est pas juste nos concurrents et et on réadapte. C'est ok. Comment on veut constituer tout notre personal brand, tout notre benchmark de compte plus que concurrent pour qu'on soit aligné, pour qu'on puisse donner la valeur parce qu'on a identifié qu'a besoin et qu'a besoin de voir, de consommer notre cible. Ok, c'est vrai qu'il y a plusieurs, comme je le disais, piliers, plusieurs clés dans la stratégie qui vous a permis de passer de 0 à plus de 50 000 abonnés en l'espace de moins de 3 mois, parmi lesquels effectivement il y a la connaissance en profondeur de son marché, de sa cible et de ses besoins. Il y a le benchmark que vous avez cité, des concurrents présents sur le marché, la mimétisation, les ressources gratuites. Par rapport à la mimétisation, comment vous réussissez à faire le tri dans les contenus dont vous allez vous inspirer entre un truc qui est viral, mais qui peut être exploité pour engager, monétiser les gens, et un truc qui est juste viral, comme on voit beaucoup de trends dans la création de contenu, Insta, sur TikTok, en l'occurrence pour vous sur Insta. Aujourd'hui, en fait, on a deux grands types de contenu. On a du contenu qu'on va appeler broad, ok. C'est du contenu qui va s'adresser un petit peu à monsieur et madame tout le monde, qui va nous rapporter beaucoup de visibilité. Et on a du contenu qu'on va appeler broad plus insight, qui est du contenu qui n'est pas totalement spécifique, c'est-à-dire qui apporte de la valeur, mais qui n'est pas ultra précis en soi, mais qui joue en fait sur une solution à un problème, ou voilà, ça va être ça, une solution à un problème, et qui est assez large aussi dans sa façon d'être communiqué. C'est comme ça qu'on arrive à sélectionner aujourd'hui des contenus, on sait qu'ils vont nous rapporter juste du monde, et on sait qu'on a des contenus qui vont vraiment aider les gens, qui vont vraiment mettre en avant notre expertise, et qui vont donner envie derrière de prendre un appel avec nous. Et puis c'est vrai que vu que vous faites de la prestation de service en ligne, que vous aidez à faire de la prestation de service en ligne, le funnel entre guillemets que vous allez aider à créer à vos clients n'est pas du tout le même que quelqu'un qui aurait une boutique e-commerce. Exactement. C'est pour ça que c'est notre cible, tu vois, c'est coach et bien sûr coach, prestataire, etc. Qui veulent vendre via leur marque personnelle. C'est vraiment ça. Voilà. Donc oui, on aide les personnes qui suivent ce chemin-là, et c'est pour ça que peut-être qu'aujourd'hui avec la stratégie qu'on a, on pourrait aider beaucoup plus de monde parce qu'on a beaucoup de demandes, des restaurants, on a des personnes qui font même du e-commerce, etc. Et pour l'instant, on l'a pas testé sur tout, mais c'est parce que par rapport à notre stratégie, comme on te l'a dit, c'est vraiment les entrepreneurs qui ont une offre en ligne digitale et qui utilisent leur marque personnelle pour se vendre et pour être visible Instagram. On va en reparler de toute façon off, mais c'est vrai que l'idée de s'ouvrir à une clientèle plus large, c'est la suite logique pour vous. Commencez par là pour tester son marché et trouver son product market fit. C'est pas la bonne idée, mais une fois qu'on l'a trouvé et qu'on a pu valider, pas juste une fois, mais suffisamment de fois pour scaler non plus juste verticalement, mais aussi horizontalement, ça peut être intéressant de créer d'autres produits, d'autres offres auprès d'autres cibles, voire potentiellement même sur d'autres canaux. Mais bon, ça, je pense qu'on n'y est pas encore. Et avec Instagram, vous avez déjà largement assez de quoi faire. Pour revenir aux piliers, aux clés de votre stratégie, il y a aussi les ressources gratuites. Par rapport à ça, comment vous déterminez si une ressource gratuite est bonne ou pas? Est-ce que vous faites aussi un benchmark là-dessus? Est-ce que vous faites de la veille de ressources gratuites et peut-être vous inspirer des lead magnets? On pourrait faire ça. C'est vrai qu'on pourrait faire ça, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez répandu. Ça nous est déjà arrivé, mais je crois qu'aujourd'hui on n'en a plus spécialement en ligne comme ça. Non, c'est quand même quelque chose qu'on prend assez à cœur, et c'est-à-dire qu'on va essayer de nous-mêmes créer les ressources
Alors, on peut utiliser plein de manières, hein. Ça peut être les questions qui reviennent sur Instagram, ça peut être les questions qui ont toujours été là de tout type de créateurs. Ça peut être aussi, on peut aller chercher quelles sont les questions les plus posées sur un Reddit, sur un Quora, voilà. Le but, c'est de bien identifier où est-ce qu'on peut les aider. Après, par exemple, on va avoir des ressources et des news. Tu vois, c'est des... les guidelines que Instagram va partager. Donc ça, on va rebondir sur une nouveauté et on va bien la mettre en forme pour que ça soit accessible. Il y a beaucoup de gens qui parlent pas anglais, par exemple, les ressources sont disponibles qu'en anglais, on va les traduire en français. Et après, il y a des choses qui vont vraiment les aider dans la création de contenu, notamment avec l'IA, ou ça pourrait être des plannings éditoriaux, mais il faut toujours que ça soit travaillé. Aujourd'hui, on fait vraiment attention à ce qu'on partage. On veut pas qu'ils téléchargent une ressource pour télécharger une ressource. On n'a pas envie qu'ils téléchargent un PDF. On veut que c'est de la valeur. C'est-à-dire que chacune de nos ressources aujourd'hui, on pourrait très bien les faire payer en soi. Et voilà, c'est quelque chose qui est important pour nous. Que ça résolve vraiment un problème pour notre audience, mais que autant dans l'emballage, donc c'est-à-dire visuellement, elle soit esthétique, qu'elle soit facile à consommer et qu'elle soit ludique, ludique et appréciée quand on la consomme, mais aussi qu'il y ait vraiment de la valeur dedans et pas partager pour partager. Voilà, c'est important. Mais du coup, le combo fonctionne aujourd'hui. Oui, et quand il parle de package, c'est hyper important pour donner envie de télécharger, parce que nous, c'est important que derrière, une fois qu'ils l'ont, ils soient contents. On a vraiment des trop bons retours. Mais il y a aussi ce côté que quand on le met en avant, voilà, dans un réel, voilà, typiquement, notre réel de valeur, fais ce hook si tu veux X, Y, Z, derrière, tu en as 60 autres. Voilà, on essaie de l'emmener pour donner envie et c'est comme ça que... Et est-ce que vous avez un process sur la création de ressources gratuites où vous vous dites on va créer tant de ressources, faire tant de tests? Est-ce que vous bourrinez quand il y en a une qui marche plus qu'une autre, que vous voyez un contenu qui réagit mieux en termes d'engagement? Ça, oui, en soi, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est qu'une fois que nous, on planifie nos contents, on regarde quel content peut être lié à une ressource. C'est-à-dire, par rapport au sujet du contenu, quelle ressource peut être utile. S'il n'y a pas lieu de mettre une ressource, on ne va pas mettre de ressource. C'est souvent le cas. Par contre, il y a souvent le cas... le sujet est tel que souvent, il y a une ressource derrière. Ok, ouais, vous n'avez pas un quota à respecter, vous avez pas, vous dites pas je veux mettre une ressource tous les temps de contenu, et il faut que ce soit telle ou telle ressource, et vous avez une liste de ressources précises, et vous savez, de temps en temps, vous testez, non? On essaie de ne pas mettre tout le temps la même ressource. Ouais, tout ça. Voilà, c'est simplement par respect aussi pour nos abonnés qui voient un contenu avec toujours la même ressource. Et de toute façon, le fait est qu'on traite plusieurs sujets. Normalement, on peut varier. Voilà. Sinon, on n'a pas de process par rapport à ça. Voilà, on essaie simplement de ne pas les saouler. Exactement. Okay. Et concrètement, cette ressource, vous, elle vous sert à quoi? Alors, moi, je le sais évidemment, c'est une question bête que je pose volontairement. Enfin, il n'y a pas de question bête, mais c'est plutôt pour savoir à quel point, pourquoi c'est si important la ressource gratuite. Concrètement, qu'est-ce que vous allez gagner à offrir une ressource gratuite? Qu'est-ce qu'on gagne en proposant ces ressources gratuites? Déjà, c'est un nouvel abonné. Les gens, pour obtenir la ressource, sont obligés de s'abonner à notre compte Instagram. Ensuite, c'est une adresse email. Et une fois qu'ils ont commencé la ressource, c'est un appel à l'action vers notre lead magnet principal. Ok. Moi, je rajouterais autre chose, c'est déjà l'engagement. Pour avoir la ressource, il faut que tu engages avec notre publication. Et forcément, d'engager, ça va avoir d'interaction. Instagram comprend que ce contenu il plaît, il va le montrer. Et en fait, voilà, c'est la première step, c'est ça. Et après, en plus, nous, derrière, c'est pas gratuit, en fait, du tout. Sûr. Voilà, c'est derrière, on a l'abonnement, on a toute cette boule de neige qui se crée. Mais voilà, vraiment, premièrement, c'est tu veux la ressource. C'est pour ça qu'on conseille toujours de jamais mettre des ressources dans les stories à la une. Voilà, une story à la une qui s'appelle conseil, tips. Non, tu gardes tes tips pour ta création de contenu, pour que tu aies quelque chose à gagner. Et oui, ça nous sert de donner la consistance à notre présence en ligne. Et tu le veux, t'as qu'un mot à dire, t'as qu'un mot à faire. Et en fait, c'est ça qui va créer plusieurs signaux à Instagram qui va faire que, OK, le contenu est plaît, donc je montre à plus. Et nous, derrière, on récupère adresse mail, abonnement, etc. En réalité, et je pense que ça nous a beaucoup aidé au départ, c'est qu'on n'est pas parti avec l'objectif de récupérer des mails, etc. On est parti avec l'objectif de réellement aider les gens.
et de faire quelque chose de qualitatif. Et aujourd'hui, je pense, par rapport au retour qu'on a, que les ressources, ça a joué un rôle assez important sur la confiance que les utilisateurs et nos abonnés peuvent nous accorder. Bien sûr. Comment créer sa notoriété, voilà, sa communauté, c'est leur donner une raison de nous suivre, en fait. Dans l'ordre, c'est effectivement apporter de la valeur. En apportant de la valeur, vous gagnez la confiance et l'engagement des personnes, ce qui vous permet après effectivement d'avoir du coup plus d'engagement, commentaires, DM, ce qui vous permet après de capturer les mails. Vous les capturez comment, les mails? C'est quoi? Vous avez une page, vous utilisez un outil Aujourd'hui, c'est Gumroad. Qui, Ok. en tout cas, au niveau des ressources, c'est Gumroad qui capture le mail. En fait, pour accéder à la ressource, ils doivent mettre le mail. Et après, ensuite, on a les mails directement via Calendly. C'est vrai qu'on pourrait aussi les récupérer depuis ManyChat, si je ne me trompe pas. On les a aussi, ouais. On fait pas, leur demande pas le mail sur ManyChat parce qu'après, ça fait beaucoup de demandes de Trop de mail. passerelles, ouais. Ok. Et donc, c'est quoi? C'est une page de capture sur laquelle ils arrivent? C'est Avec- comme une page de vente, en C'est fait, ça. avec la description du produit, une petite thumbnail, et tu rentres ton adresse mail et Ok. tu récupères ton produit. Et vous créez une page pour chaque ressource? Ouais. Ouais. Ok. Ça vous prend combien de temps de créer une ressource, la page et le système qui va avec? Dépend de la ressource Ça dépend. Si c'est une ressource basique avec une page Notion, on crée la page sur Gumroad et on crée la thumbnail. Très rapide, je dirais quelques heures. Ouais, oui. Après, si c'est une ressource plus compliquée comme la payante qu'on a fait, là c'est c'est plus de travail. Et, C'est une En fait, voilà, formation. c'est ça. Ce qui prend le plus de temps, bien sûr, c'est le sujet de la ressource en soi, quelle information on va y mettre à l'intérieur. Et après, et voilà, il y a tout le beau packaging, la description, les visuels, etc., qui ont un rôle important pour qu'on la télécharge. Mais On a une oui, trame. ça peut être fait de quelques heures à une journée. Après, bien sûr, pour un produit payant, ça met plus de temps. Bien sûr. Ok. Et donc, l'objectif ultime à la fin, pour vous et pour vos clients, c'est le rendez-vous. Oui. C'est l'appel. Parce qu'effectivement, quand on est prestataire de service en ligne à étiquette, c'est important de le préciser. Ouais. Parce qu'on peut être prestataire de service en ligne, pas être dans du à étiquette et vendre avec des plateformes que je sais pas moi, comme Fiverr. Et le process n'est pas du tout le même. Mais effectivement, la nécessité d'un appel est due au prix des prestations qu'on vend, qui, quand elles sont élevées, nécessite d'échanger avec la personne, de s'assurer que ça peut fitter dans les deux sens, et puis aussi de la convaincre, évidemment, parce que de la même façon que quand on achète un appartement, on le fait pas sur un site web, on prend du temps, on a des rendez-vous, on passe par un notaire, parce que c'est cher. Pareil, quand on achète une prestation de service à étiquette, même si c'est pas aussi cher qu'un appartement, il y a un process, ça prend du temps. Il y a besoin d'éduquer et de convaincre son client. Donc pour vous, c'est l'objectif, pour vos clients aussi. Il y a un dernier point sur lequel j'aimerais vous interroger par rapport à votre stratégie, c'est la création de contenu en elle-même. La production, le tournage. Vous avez dit à plusieurs reprises, et je pense que c'est vraiment l'un des points qui va le plus intéresser, que vous réussissiez aujourd'hui à produire en bulk, d'avance, programmé, en un minimum de temps. Est-ce que vous pouvez nous partager aujourd'hui en exclusivité comment vous faites ça concrètement? C'est quoi, étape par étape, le process de production d'un contenu, ou de plusieurs contenus, comme vous le faites aujourd'hui? En soi, ça reste un process de production qui est similaire pour beaucoup de personnes, puisqu'on va identifier tous les contenus que l'on souhaite poster. Nous, on a un planning éditorial qu'on a élaboré sur Notion. Par rapport à ça, on va identifier si ces contenus-là nécessitent ce qu'on appelle une sollicitation, c'est-à-dire un tournage spécifique par rapport au contenu. Aujourd'hui, on divise, par rapport au nombre de contenus que l'on sort, on est à peu près à 50% de sollicitations. C'est-à-dire que les 50%, ça va être des b-rolls, des rushs qu'on a déjà pris, par exemple d'Alexis qui marche dehors, etc. Une banque Donc, de... voilà. Donc, des contenus qui ne nécessitent pas une action précise. Ah oui, donc en fait, ils sont prêts à monter. Exactement. Ok, donc c'est super puissant. C'est-à-dire que la moitié de vos contenus sont prêts à monter en Ça tout va temps. vraiment dépendre des semaines, des trouvailles. Des trouvailles, ouais. Mais sinon, c'est le cas, ouais. Incroyable. C'est le cas. Ah ouais, donc en fait, vous montez autant que ce que vous tournez, voire plus. C'est-à-dire que c'est pas
le temps que vous passez à monter est plus grand que le temps que vous passez à tourner. Enfin, Ouais. on va pas forcément parler de temps, c'est peut-être pas... 50% des contenus qu'on monte, qu'on a tourné pour le batch de la session de contenu en cours. C'est Les incroyable. 50 autres ont déjà été tournés au préalable. Et c'est peut-être déjà des rushs qu'on a utilisés dans d'autres contenus, mais on les réutilise. D'accord, ok. Et Mais- pour les 50% restants, Et donc, Voilà. du coup, pour les 50% restants, on a la partie tournage, qui est aujourd'hui, on va dire, la partie la plus contraignante, ce qu'on peut appeler contraignant, parce que bien sûr, le montage, ça l'est toujours aussi, mais c'est la plus contraignante, puisque voilà, on va devoir souvent sortir, prendre des rushs spécifiques dehors, etc. Et donc, par rapport à ça, nous, notre process, c'est aussi de mimétiser la structure. Donc, la structure, c'est-à-dire le montage plus que le tournage. Le tournage, c'est si on peut mimétiser au niveau du tournage, en tout cas que ça a un impact. C'est ça qui est important, c'est de déceler s'il y a quelque chose, un visuel, une accroche visuelle, un instant qui est vraiment important, qui va générer une émotion, que l'on doit mimétiser. Si c'est pas le cas, il n'y a aucune raison en fait de chercher à mimétiser ce qui a été fait sur un autre contenu. Et donc voilà, donc une fois qu'on a nos contenus qui sont tournés, on passe au montage. Alors aujourd'hui, on a quand même l'avantage d'être 3, donc ça nous permet aussi d'être plus rapide sur cette partie-là. Et après, Oui, mais au niveau des process, désolé, hein, au niveau des process, c'est vrai que j'ai oublié quelque chose, c'est-à-dire que j'ai aussi oublié de préciser que une fois que l'on a validé les contenus que l'on allait tourner, on a aussi un process derrière pour trier d'une certaine manière et d'être optimisé, nous, dans nos C'est journées ça. de tournage. C'est-à-dire que oui, ok. tout est optimisé Voilà. pour gagner du temps. dans tout nous, ce qu'on fait. on sait, parce qu'il va y avoir peut-être plusieurs tenues aussi d'Alexis, etc. Et puis il y a la luminosité, pardon, donc la lumière du jour. Qu'est-ce qu'on peut tourner le matin? Qu'est-ce qu'on peut tourner à l'appart? Qu'est-ce qu'on peut tourner dans un café? Quel café? Qu'est-ce qu'on peut tourner le soir? Tout ça, c'est important pour qu'on gagne un maximum de temps et pas qu'on se retrouve à devoir tourner et le lundi, et le mardi, et le mercredi et d'étaler en fait tout le process de création sur la semaine, quoi. Donc c'est vrai Une que journée, ouais. pas tout le temps le cas, mais je pense qu'aujourd'hui, 3 jours, on a 3 jours pour 3 semaines de pour contenu. 3 semaines de contenu. Ouais. Tout compris, de l'idée à on Wow. planifie le process, on voit où, on le fait, on le tourne, on le monte. Et on Ok. le programme. Incroyable, impressionnant. Bah, c'est vrai que le fait d'être 3 aides, Mm. aujourd'hui vous avez l'avantage d'être 3, vous êtes 3 associés dans la boîte, mais ce que vous faites concrètement, n'importe qui pourrait le faire seul, ça Ouais. prendrait certes un peu plus de temps, mais globalement on pourrait espérer, si vous arrivez en 3 jours à produire 3 semaines, bah, produire en 2 jours peut-être, de l'idée jusqu'au contenu final, 1 semaine, Mm. seul. Mm. C'est quelque chose qui serait possible et envisageable. Complètement. Bien Ok. sûr. Ok, et vous aujourd'hui, du coup, c'est quoi votre rôle à chacun dans la boîte? Bon, alors on va dire. Moi, je suis vraiment plus présente sur la clientèle, de manière générale. Donc, que ce soit les prospects, les personnes qui m'envoient des messages en DM, voilà, qui échangent, etc. Donc, on a vraiment cette partie-là. Et puis après, c'est moi qui prends les appels donc, de check-up, parce qu'on propose un check-up justement du compte Instagram et de leur stratégie. Donc, je fais ces appels-là, ces échanges. Voilà, on va dire que moi, c'est vraiment au niveau de notre communauté, quoi, on va dire. Et les garçons sont beaucoup plus sur la création de contenu. Et du coup, je vous laisse parler C'est aussi ça. peut-être. Ouais, du coup, moi et Thomas, on est beaucoup plus sur tout ce qui va concerner la création de contenu. Comme expliquait Thomas, de la recherche d'idées jusqu'à la programmation du contenu. On sollicitait Alexis, bien évidemment, pour les tournages, la validation des idées, etc. On est également très présent, surtout en ce moment, sur la création du programme. Et notre délivrabilité. Voilà, Ouais. la délivrabilité à nos clients. Et voilà. Et le grosso modo. suivi. Ouais. Du coup, on est tous les Et- 3 sur le suivi client. Exactement. Voilà. Voilà. On est assez polyvalent et en fait, on est Mm. tous liés dans chacune des étapes. C'est qu'on va plus avoir la partie stratégique et process de création avec Quentin et Alexis, en plus d'être l'image, tournage et de gérer les appels clients. On est quand même étroitement liés. En fait, on ne prend pas forcément de décision les uns sans les autres, etc. On a besoin des avis des uns des autres. Mais oui, je pense que c'est comme ça que ça s'articule, en tout cas aujourd'hui.
Et quand je dis création de contenu, bien sûr, ça prend en compte tout ce qui est automatisation, tout ce qui est création de ressources, etc. quoi. Tout le système. Une question que j'aimerais vous poser pour revenir sur Trinity, on a un petit peu évoqué, c'est quelle serait la chose, si vous ne deviez en citer qu'une, que vous avez retiré, qui vous a le plus impacté, qui vous a le plus servi dans votre business, que ce soit avec le programme, avec moi, enfin avec Trinity, quoi, en général. Si vous deviez citer une chose, ce serait quoi? Pour moi, ça sera la persévérance. Parce que si on abandonne, on échoue automatiquement, alors que si on lâche jamais, possibilité, c'est mathématique. On aura au bout d'un moment fait toutes les erreurs qu'il y a à faire pour finir par réussir. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a débloqué, moi. Alors moi, typiquement, ce serait le passage à l'action. Et ça a vraiment pris tout son sens avec Coco Groff. Mais ouais, ne pas hésiter à se lancer dans quelque chose avec toujours une direction, mais sans tout maîtriser, en fait. Ne pas procrastiner et se dire il faut que je sache faire ça, 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 ça. Non, apprendre une fois que c'est fait, une fois qu'on est dedans. Et ça, c'est quelque chose qui a tout changé aussi pour moi. Ok. Et du coup, je fais la combinaison parfaite. C'est vraiment ça. C'est passe à l'action, tu verras, et surtout ne lâche pas. C'est-à-dire tant que tu l'as pas épuisé. Mais je ne sais même pas parce que tu dis ça, mais je pense qu'il n'y a même pas de fin dans ton discours. C'est tu fais, passe à l'action et tu le fais dans longtemps. Et là, après, tu pourras voir si tu pivotes, tu machin, c'était pas une bonne idée, mais tu passes à l'action. Donc, ouais, il y avait ce côté, tu sors de la tête en mode à trop réfléchir, parce qu'en fait, c'est sur le terrain. Voilà, je me rappelle vraiment cette phrase, c'est le terrain, c'est le marché qui parle. À chaque fois, tu me sortais ça, comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est vraiment ça, ça prend tout son sens. Plus, le faire longtemps et le faire de manière constante. Et voilà, donc, ouais, les deux combos. Ok. Et par rapport à ça, justement, vu que vous avez eu certaines expériences dans l'entrepreneuriat avant moi, notamment, toi, tu parlais tout à l'heure d'autres produits que tu as pu acheter. Quelle a été la différence que vous avez vue chez Trinity? Le truc qui fait qu'avant, ça ne marchait pas, notamment avec les produits, les formations, les accompagnements que vous avez achetés, et que là, en fait, il y a vraiment un avant-après, et qu'après Trinity, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a en plus chez Trinity? La valeur des vrais assets, ça qu'on dit, des vrais sur tous les plans. Avant, moi, c'était créer ton business de rêve en 3 mois et tout. Là, non, c'est des fondations jusqu'à avoir des supports vraiment en plus de toi par-dessus qui nous aide à faire les simulations, les ateliers, etc. C'est avoir de la vraie matière concrète où en fait, même en ayant cette information, avant même de l'appliquer, on se dit ok, en fait, incroyable quoi. Donc c'est ça, c'est ta présence, mais forcément tout ce que tu délivres, tu te dis waouh, la puissance du truc. Et même parfois des choses, on se dit non mais attends, oui, c'est comme ça. Faites-le, vous allez voir, et tu l'appliques et tu vois le truc quoi. Donc bien sûr, beaucoup de concret. Grave de concret. Un accompagnement qui reste personnalisé et aussi une prise de recul à chaque fois sur les situations où c'est vrai que tu nous dis pas de faire les choses pour les faire. Il y a vraiment toujours une logique derrière, adaptée aussi à notre situation où on en est. Et ça, c'est très important de pas juste dire il y a qu'un seul chemin pour y arriver, mais il y a différents chemins. Et par contre, ces différents chemins, il faut les emprunter de cette façon-là. Et ça a beaucoup changé. Ça, je pense que c'est là où il y a un switch aussi derrière. Et je rajouterais juste, pardon, tes compétences aussi pour nous dire non, ne fais pas ça. Voilà. En fait, c'est un vrai suivi. C'est pas juste tu nous suis pour nous suivre en mode oui, faites, et puis je vous suis quand vous casserez. Non, c'est tu nous as évité grave il n'y a pas d'erreur, parce que du coup, en faisant l'erreur, c'est aussi une leçon qu'on apprend, mais grave de temps. En fait, on a économisé un temps fou où on savait quoi faire, ça a fait et ça a pris. Quentin, je te laisse, pardon, excuse-moi. Et moi, en réalité, j'ai rien à rajouter. Ça rejoint un peu ce que Thomas et Alexis viennent de dire, mais moi, j'ai besoin de comprendre les choses pour les faire. Je peux pas juste me dire, fais ça parce que ça marche. Non, il faut que je comprenne pourquoi il faut que je fasse ça. Et c'est vrai que tu as une pédagogie que j'ai jamais trouvée ailleurs. Donc, je pense que c'est vraiment ça, moi, qui a fait la différence.
Ok, bah merci pour ces retours. Également, une question que j'aimerais vous poser, c'est quel est le meilleur conseil, au-delà de Trinity, que vous n'ayez jamais reçu dans le business? J'allais dire la réponse est sur le marché hein, en soi, mais je pense que je reprends un petit peu mes propos, mais vraiment le meilleur conseil, c'est de faire. Voilà, c'est de faire les choses. De faire les choses et de pas tout préparer, d'être parfait surtout. Voilà, de faire, de se lancer et ensuite, une fois qu'on s'est lancé, d'agir en fonction des éléments qui viennent et on s'adapte toujours. Voilà, c'était le meilleur conseil. Alors, je ne l'ai pas très bien formulé, mais c'est surtout ça que j'ai retenu et c'est grâce à ça aujourd'hui, je pense que je suis là où j'en suis, ou en tout cas où on est tous les trois, quoi. Meilleur conseil que j'ai jamais entendu, en fait, qui a été le plus révélateur, parce que c'est vraiment ça. Hmm. J'ai tout le temps été que dans la tête, en mode, tant que c'est pas... Et je suis passée à côté de tellement de projets, tellement de... Ou à tout faire, et au moment où de récolter, il n'y a plus, parce que trop dans la tête, ça a pris trop de temps. Alors que le conseil de passe à l'action, et après, en fait, tu réajustes, meilleur conseil ever. Ouais. Pas trop réfléchir, chercher à planifier, que tout soit parfait, parce que ça le sera jamais parfait. Et ouais, faire, optimiser, pivoter si besoin. Et je pense que c'est le meilleur conseil que tu nous as partagé. La phrase que tu as dit, c'est le meilleur moment, c'était... Bon, elle n'est pas de moi, celle-là. Non, mais que tu nous as dit, bien sûr, elle est connue, mais d'ailleurs, je l'ai dit, le meilleur moment, c'était Hier. Ah voilà. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Voilà. Demain, il sera peut-être trop tard. Exact. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un dénominateur commun que j'ai observé en ayant travaillé avec des dizaines d'entrepreneurs, et c'est ce que je dis à mes élèves, c'est que ceux qui réussissent, le dénominateur commun qu'ils ont et que j'ai pu observer, il y en a un qui revient tout le temps, et c'est le seul, c'est qu'ils ne se posent pas de questions. Il y a plein de choses qui vont ressortir chez les personnes que dont j'ai pu observer le succès, mais il n'y en a qu'une qui ressort tout le temps, 100% du temps, c'est qu'ils ne se posent pas de questions. Ils agissent. Et je pense que ce truc-là, c'est un super pouvoir qui marche dans tout. Pas juste dans le business. Dans le sport, dans les relations sociales, affronter ta peur d'aller parler à cette fille, ou ce genre de choses. Tu te poses pas de questions et juste t'y vas. C'est dur, c'est inconfortable, parce qu'on est des humains, on a des émotions, des réflexions, des pensées. Mais rien ne peut se matérialiser si on ne fait que se poser des questions et qu'on passe pas à l'action. C'est bateau, encore une fois, mais c'est vrai. Donc ouais. Une question que j'aime bien poser aussi en interview, c'est si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer une chose que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait dans votre business, ce serait quoi? Ce qu'on vient de dire, de me poser trop de questions, d'attendre que tout soit parfait avant de faire, parce que je pense que j'aurais gagné énormément de temps si j'avais fait plus tôt, mais bon, on peut pas revenir sur le passé, donc juste en apprendre, tirer des leçons, et voilà, ce serait ça. Ok. Dans le business, de manière générale, ce serait remonter le temps et commencer plus tôt. Vraiment, commencer plus tôt, plus jeune âge, quoi. Et dans le business actuel, en tout cas par rapport au réseau peut-être, ça a été de davantage se détacher de ce qu'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Aujourd'hui, ça prend une place importante dans la vie de tout le monde, et chez certaines personnes, ça prend vraiment une place très importante. Il y a vraiment... leur image, c'est l'image qu'ils renvoient sur Instagram ou sur TikTok, etc. Et je pense que plutôt je me serais détaché de l'image qu'on renvoie là-dessus, et je l'aurais vu comme simplement en fait un outil qui permet aujourd'hui d'amener des gens vers une offre. Ça m'aurait permis aussi de me lancer peut-être beaucoup plus tôt et d'avoir une bien meilleure compréhension de ce qu'est une régie sociale aujourd'hui, quoi. Voilà, encore une fois, le mix parfait. Alors, remonter le temps que si j'ai acquis tout ce que j'ai vécu là, parce que du coup, remonter le temps, mais si c'est juste revenir en arrière et pas avoir tout ça, non, voilà, forcément. Donc, c'est oui, remonter le temps, baguette magique. Et ouais,
première chose, pas me poser autant de questions parce que ouais, je trouve que ça c'est vraiment Mmh. c'est voilà plus handicapant, je pense, dans le business comme pour tout d'autres aspects. Et du coup, sur cet aspect-là aussi, qui est l'image, ouais, l'image, la peur de montrer. Là vraiment, ça c'est aussi un truc. Mmh. J'aurais aimé peut-être l'enlever. Je l'ai, ça y est, de plus en plus. Franchement, je me détache. Bah, depuis qu'on est là-dessus, en fait, on voit que ça fonctionne. On se dit, en fait, il y aura toujours des gens pour critiquer Mmh. et qu'en fait, ben, d'ailleurs, c'est bizarre, mais je regarde pas. Et c'est bien. Peut-être qu'il y a aussi des bons avis que je regarde pas, mais du coup, la paix est là et ouais, ça, c'est ça. On dit pas de pas se poser de questions depuis tout à l'heure, mais si, on s'en pose tous des questions, on s'en Bien posera sûr. toujours, Oui. mais il Bien faut sûr. pas que ça soit bloquant. Mm. Il faut réussir à Mmh. trouver ce truc qui fait qu'on passe au-dessus, en fait. On reste pas dans cette cage de questions Mmh. emprisonné Ouais. jamais. Ouais. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est une bonne nuance à apporter. C'est pas de ne pas se poser des questions parce qu'on est humain et qu'on peut pas s'en empêcher, mais plutôt ne pas faire que se poser des questions. Se poser les bonnes questions et puis aller chercher les réponses. Maintenant, il y a une question que j'aimerais vous poser individuellement. Et j'aimerais que vous y répondiez chacun votre tour. Si l'argent n'était plus un problème pour vous et qu'aujourd'hui, voilà, vous en aviez assez, je ne veux pas vous donner un nombre, mais juste que c'était pas un sujet. Vous avez de l'argent, vous en aurez toujours, ça y est terminé. C'est le sujet argent à vie, c'est réglé. Qu'est-ce que vous feriez? Ben, moi, je pense que j'essaierai de changer le monde de toutes les manières que je peux. J'essaierai de construire des fermes un peu partout dans le monde, biologiques, pour que les gens arrêtent de bouffer de la merde. C'est mon cas aussi, hein, je suis pas Mm. parfait, mais je pense que c'est un truc important. Bon, il y a plein d'autres sujets, Mm. j'ai pas trop envie d'aborder maintenant, mais ouais, j'essaierai de faire en sorte que ce monde soit meilleur sur plein d'aspects. Ok, Si demain j'avais l'argent illimité. ok. Ok, donc je vais faire une réponse un peu plus égoïste parce que là, Ah, c'est- j'aime. j'aime bien, mais c'est. Alors, ouais, Mais en soi, ça peut être une forme d'égoïsme que de se dire je vais changer le monde. Oui, Parce que c'est vrai. c'est vrai que on voit ça de manière altruiste parce que ça a un impact sur les autres, mais il y a des gens qui ont envie de faire ça pour eux plus que pour les autres parce que c'est un truc, tu vois. Ouais, ouais, On bien parlait de sûr. bonheur tout à l'heure. C'est La ça. quête, c'est Mais quoi oui. qui anime en fait? C'est un peu comme Elon Musk hein, avec sa quête de la conquête spatiale. Hmm. Oui, il veut servir l'humanité, oui. Il veut changer le monde, mais ce qu'il veut aussi, et surtout je pense, c'est suivre ses rêves d'enfant. Hmm. Complètement. Je pense qu'effectivement, toi, c'est ça. Mais pour autant, ça n'enlève pas moins le caractère, oui, un peu selfish de la chose. Hein. Moi, ce serait l'éducation. Mais bon, soit c'est parce que j'aime ça. Hein. Mm. Toi, ce serait quoi alors? Bon, forcément, je vais te dire, mais je passerai beaucoup plus de temps auprès des miens. Il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça aussi, qui était c'était beaucoup moins important avant. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est présent. Je passerai beaucoup de temps. Il y a une cause aussi que j'aimerais défendre au maximum, c'est les animaux. Alors bien sûr, il y a l'injustice animale, etc. Mais voilà, tous ces animaux qui sont abandonnés. Et j'aimerais, je sais pas moi, ouvrir des chenilles, des trucs. En tout cas, si je pouvais le faire, je le ferais. J'aimerais voyager, bien sûr. Et j'aimerais aussi me confronter un petit peu à la pauvreté. Ça aussi, c'est quelque chose que ça m'a fait quelque chose, la Thaïlande, etc. De voir en fait qu'il y avait vraiment un écart important entre ce qu'on pouvait vivre classe moyenne ou même sans forcément beaucoup d'argent en Occident et ce que peut vivre ici en Asie. Donc ouais, peut-être davantage me confronter à la pauvreté et apporter mon aide si je pouvais le faire. Donc oui, c'est vrai, ça reste un peu altruiste ça aussi. Et après encore plus égoïstement, me concentrer sur des choses qui me passionnent vraiment. Le business, c'est passionnant, mais il y a des choses peut-être plus artistiques comme le jeu vidéo. Je pense qu'aujourd'hui, j'adorerais créer mon propre jeu vidéo. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me plairait aussi. Je rejoins forcément. Désolée, je suis pas originale, mais Thomas pour tout ce qui est ouverture de chenilles, aider les animaux. En fait, je pense que c'est voilà les personnes qui ont le plus besoin d'être aidées et qui ne peuvent pas se défendre. En fait, c'est ça. C'est vraiment les animaux. Ça me touche au plus haut point et c'est ouais, contribuer vraiment à ça. Mais vraiment. Donc, principalement ça. Et oui, en fait, forcément,
apporter mon aide, c'est illimité, hein, c'est-à-dire socialement, voilà, socialement aider. Vraiment, c'est ça. Et bah, forcément, après, si on reste sur l'aspect égoïste, etc., je découvrais tout de comment mon corps est capable de gérer les choses. Donc, voilà, au niveau dev perso, que ce soit le sport, le yoga, la danse, moi j'adore la danse, etc. Apprendre plein de choses comme ça. Si vraiment j'avais plus besoin de me soucier de l'argent et j'avais juste la vie pour vivre, bah, j'apprendrais grave de choses. Voilà, vraiment dev perso à fond, plein de danse, plein de trucs, plein de choses que je peux faire, voilà, un peu artistique comme ça que j'adorerais, ouais. C'est super. Et je remarque quelque chose, c'est assez fou. C'est que de toutes les personnes que j'ai reçues en interview, je remarque vraiment que celles qui sont en dessous d'un certain âge ne sont pas autant proches d'elles-mêmes, de ce qu'elles sont, de ce qu'elles veulent, de ce qui les passionne, que celles qui sont navrées, au-dessus d'un certain âge. Des seniors. Et c'est assez dingue parce que j'ai posé plusieurs fois cette question ou des questions similaires du genre c'est quoi ton rêve à plusieurs invités que j'ai reçus, voilà, sans les citer, qui avaient moins de 25, parfois 20 ans, et ils avaient un peu de mal à répondre. Et je pense que c'est normal, hein, j'aurais peut-être eu du mal à répondre si j'avais été à leur place aussi à cet âge-là. Là où vous, pas du tout. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est aussi quelque chose que je retrouve chez les entrepreneurs à succès d'un certain âge, c'est que les mecs, pour certains, ont beau faire des millions, voire des milliards, ils vont te dire, mais il n'y a pas que le business dans la vie, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé, enfin pas toujours, mais que je trouve très intéressant. Cette relation entre le pro et le perso, parce que l'idée d'être enfermé et concentré sur une seule et unique chose, j'y crois pas. Je crois pas non plus en l'équilibre absolu, c'est-à-dire le fait d'être 50-50, t'arrives à tout bien gérer partout, tout le temps, pro, perso. Non, je crois en quelque chose entre les deux. Et j'aime autant pas le discours de la vie parfaite et équilibrée que le discours des forcenés du travail qui travaillent 16 heures par jour en te disant que c'est ça qu'il faut faire. Tu vois. Et c'est rare de trouver des gens comme vous, du coup, qui sont un peu comme moi aussi entre les deux. Donc c'est très intéressant. Il y a une question. J'allais dire, je voulais avoir ta réponse, même si... Ma réponse, qu'est-ce que je ferais tu l'as dit un peu éducation, mais... si j'avais argent illimité plein de choses. Au-delà de toutes les choses, on va dire, d'ordre logique, investir, faire plaisir, se dégager du temps, passer avec ses proches, je pense que je ferais à peu près la même chose que ce que je fais, mais mieux, en fait. C'est-à-dire investir plus dans mon travail pour, en fait, ne me concentrer que sur ce que j'aime faire. Parce qu'aujourd'hui, malgré tout, j'aime ce que je fais, mais j'ai pas encore les moyens, parce que je n'ai pas argent illimité ou que je suis pas multimillionnaire, de ne pouvoir faire que les trucs que j'aime le plus faire dans ce que j'aime faire. Et je pense que ce serait ça que je ferais avant tout. Après, évidemment, encore une fois, se consacrer à des passions, à des hobbies, apprendre à parler plusieurs langues, apprendre à jouer de plusieurs instruments, apprendre à danser, apprendre plein de choses. Mais au-delà de ça, effectivement, ce serait continuer de faire ce que je fais. Il y a 2-3 projets potentiels aussi, comme l'idée du podcast dont je te parlais juste avant off. Même si ça ne nécessite pas spécialement beaucoup d'argent, en fait, ce que l'argent achète au-delà des humains, du matériel, c'est le temps. Et le temps aujourd'hui, justement, parce que je n'ai pas argent illimité, il est limité aussi. Et c'est avec cet argent que j'achèterai le temps que je n'ai pas pour me concentrer sur les choses que j'aime et qui me rendent le plus heureux. C'est-à-dire, en partie, comme je l'ai dit, ce que je fais déjà, en fait, mais sans les contraintes, quoi. Exact. Voilà. C'est tellement juste, c'est tellement vrai ce que tu viens de dire. Ouais. Et après, il y a aussi l'idée que j'ai eue, et je t'en avais parlé, de créer peut-être une espèce de petite communauté. Dis le mot village, carrément. Carrément un village, un hameau, avant tout avec ma famille et les gens très très proches, et je sais que c'est ce que aimeraient beaucoup de gens. On serait réunis au même endroit, dans un endroit calme, safe, où on est tranquille. On est tous les uns les autres à proximité. En fait, on a recréé une espèce de société dans la société, quoi. Tout simplement, en étant libre de ce qu'on veut faire, être, avoir.
Ouais, parce que pour moi, c'est vrai que la famille, c'est quelque chose de très important. Mm. Donc ouais, ça serait ça, créer une petite communauté, devenir gourou, quoi. Non, mais il y a quand même toujours cette envie de transmettre. Je pense que Mm. tout le monde l'a, en fait, au fond. Et voilà, si, on va dire, ressources illimitées, on aura toujours cette envie de transmettre ce que l'on sait. Si on peut aider des gens, que ça soit financièrement ou de culture ou même juste parce qu'on a des connaissances, je pense que tout le monde aime ça. Enfin, peut-être je me méprends Peut-être là-dessus. pas tout le monde, ouais. Mais Et c'est quand même c'est important. Enfin, Ouais. je trouve ça important de pouvoir éduquer ou partager, en tout cas, dans le but d'aider quelqu'un, quoi. Carrément. Ouais. Il y a une question aussi que je pose, qui est censée être la dernière, mais cette fois, ce sera l'avant-dernière, parce que j'en ai une autre pour vous. Si vous deviez me recommander une personne à inviter, ce serait qui? je pense peut-être à la même. Ouais. Moi, je pense à une personne que tu connais déjà, que tu as déjà côtoyé, qui est Alexandre Fétin, qui est un très bon ami et qui est un bel entrepreneur multicasquette qui a différents business qui fonctionnent tous très bien et qui a une superbe personnalité. Ah, je pense que c'est quelqu'un de qui on a beaucoup à apprendre et moi qui m'a déjà beaucoup appris. Et voilà, j'aimerais que tu l'invites aussi. C'est tout simplement parce que aujourd'hui, il m'a aussi mis le pied à l'étrier il y a plusieurs années de ça. C'est un peu grâce à lui que j'ai vu l'entrepreneuriat comme une vraie possibilité. Donc voilà, moi je recommanderais Alexandre Fétin. Super. Top. Eh ben, je note, si jamais, Alex, tu vois cette vidéo, tu es le bienvenu. Ce qui nous amène à la dernière question. J'aurais dit Pérez, mais je crois que tu l'as déjà. Alex Pérez, Ouais, Alex bien Pérez sûr. aussi. Alexandre Pérez, évidemment, aussi un ami, collaborateur de longue date. Effectivement, lui, il est le bienvenu tout le temps aussi. Hein. Ouais, mais oui. Si, non, pas si. Plutôt, ouais, si. En fait, c'est la dernière question. Et c'est une question qui va concerner pour la dernière fois Trinity. Si vous deviez recommander aux personnes qui sont derrière leur écran de passer à l'action et d'envisager de rejoindre le mouvement Trinity, qu'est-ce que vous leur diriez? Prenez un appel avec Adèle et vous dira que... L'important, je pense, c'est de ne pas avoir de regrets, de remords. Je trouve la différence entre les deux. Mais, et que si vous essayez pas, bah, vous ne saurez jamais. Donc, si vous êtes vraiment déterminé et que c'est dans votre volonté d'entreprendre aujourd'hui, ben, let's go, quoi. C'est ça. Vous êtes entre de bonnes mains, en tout cas, je pense qu'on en est la preuve tous les trois. Et pas Voilà. que. S'il y a un véritable souhait d'entreprendre, de créer un business, pour moi, je ne peux que recommander cet accompagnement, tout simplement parce qu'il est la preuve. Là, aujourd'hui, on est tous les trois la preuve de ce que ça a pu nous apporter et de là où on en est aujourd'hui. On peut pas être déçu de cet accompagnement, c'est impossible. Et voilà, c'est très riche, autant par rapport à la valeur, la connaissance qui va être transmise, mais aussi par rapport à la communauté qui est en train de s'agrandir à vue d'œil. Voilà, si on a envie de saisir cette opportunité et de faire quelque chose, enfin de faire partie de quelque chose de vraiment plus grand et qui va faire qu'être plus grand, c'est maintenant. Moi, je pense vraiment que c'est maintenant qu'il faut te faire confiance. Moi, j'aimerais bien aussi dire quelque chose, mais ça fait un peu catchy, quoi. Mais c'est vrai, c'est, si vous voulez, changer de vie, c'est-à-dire changer de vie, oui, en entreprenant un vrai business et avec tout le côté mindset, toute la philosophie, faut rejoindre l'accompagnement. Voilà, c'est tout. C'est sur tous les aspects que cet accompagnement est une pépite. Et en plus, vous savez, Adèle Lucas, quoi. Voilà. Donc ça, c'est, j'espère pour vous, éternel, parce que nous, c'est au-delà de l'accompagnement. C'est vraiment quelqu'un qui fait et qui fera partie de notre vie jusqu'à nouvel ordre. Hein. Franchement, il n'y a pas de raison, mais voilà, ça sont mes raisons. Parfait. Le réseau aussi. Et le réseau aussi, de Parce ouf. que C'est vrai qu'on la l'oublie. rencontre avec Adèle, ouais, ça nous a amené à rencontrer des gens incroyables qui nous ont beaucoup aidés pour en arriver là où on en est aujourd'hui aussi. Donc, hyper important. Bien, merci. À vous. C'était parfait. On est terminé, on est pile dans les temps. Merci.